todos al oeste, hola amigos y amigas. Vous êtes bien dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un nouveau podcast avec deux invités. Pour cette chevauchée vers le Mexique, nous serons accompagnés ce soir de Art et Yves 120, que vous connaissez de nos précédents podcasts. Bonsoir, hola amigos. On ne vous présente plus. Buenas tardes. Et bonsoir. Donc Marc, que l'on a entendu sur Julie Adams, La fille du désert, End of the Trail et plein d'autres choses. Et puis Yves qui, selon Limpy, a une voix d'un oncle ours bienveillant de dessin animé, qui nous a parlé entre autres d'Alan Ladd et Arlendal. Alors je vous rappelle que vous pouvez visionner nos précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et les plateformes en ligne comme Apple et Podcast Addict. Alors ce soir, vous allez nous emmener au sud du Rio Grande, vers le Mexique, mais pas pour un lieu de tournage. Nous vous proposons un nouvel portrait d'une actrice après les épisodes 8 et 9 sur Julie Adams et Arlendal. Et Marc va nous parler d'une actrice mexicaine emblématique, Katy Jurado. Katy Jurado, c'est une actrice de western particulière. C'est une mexicaine d'origine, et elle a toujours d'ailleurs été mexicaine. Je pense qu'elle a toujours gardé la nationalité mexicaine. Elle a fait beaucoup de grands westerns. On va le voir, beaucoup de grands films. Elle a tourné avec de grands metteurs en scène, mais elle a fait beaucoup de westerns. C'est peut-être l'actrice mexicaine la plus connue aux États-Unis, une des plus connues en tout cas, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs autres. Mais bon, Katy Jurado, elle est vraiment connue parce qu'elle a fait des films marquants et pas seulement des westerns. Elle est aussi particulière par son type de beauté. Elle est belle. Mais c'est pas une beauté classique. C'est pas, par exemple, la beauté classique de sa compatriote Dolores del Rio, qui vraiment était très très belle. Katy Jurado, elle est belle. Il y a une sorte de mélange de sensualité. Puis elle est un peu sulfureuse aussi. Et on le retrouve ça dans ses films. Donc elle est particulière. On lui a donné de beaux rôles. Mais voilà, son physique aussi est spécial. Je dirais pas que parfois, selon ses expressions, elle est presque inquiétante. Il y a même je dirais pas de la laideur, mais de quelque chose d'un peu crispant quand on la voit. Mais bon, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, elle peut paraître très très douce. Elle a un physique qui lui permet de faire beaucoup de choses. Bien, alors avant de parler d'elle, je voudrais juste dire quelque chose au sujet de la prononciation de son nom. Tous ce soir, on va mal prononcer son nom parce qu'on va le prononcer à la française. Normalement, on devrait dire Katy Jurado. En fait, en espagnol, à la mexicaine, et c'est difficile à dire parce que en espagnol, quand vous avez un J et un R dans le même mot, c'est là que les ennuis commencent. Donc, on va dire Jurado. Les Américains disent Jurado, et nous on va dire Jurado à la française. Mais bon, on le prononce mal, il faut le savoir. Il aurait fallu inviter Ombre qui nous aurait prononcé le nom de Katy de façon impeccable pendant tout le podcast. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Il faut savoir aussi qu'au Mexique, elle est extrêmement célèbre, extrêmement connue. C'est une icône du cinéma mexicain. À Mexico, à Querétaro, à côté de Mexico, il y a des murs où on voit des portraits de Katy Jurado. Il faut savoir qu'il y a un portrait de Katy Jurado qui a été fait par Diego Rivera, qui est le plus grand peintre mexicain, à mon avis, qui est à égalité avec Frida Kahlo, qui était d'ailleurs la compagne de Rivera. Et voilà, c'est montrer l'importance qu'elle a. En Mexique, c'est une icône. C'est une icône. Les Mexicains en sont très fiers pour sa personnalité et pour son travail. Katy, en fait, contrairement à la légende, elle avait toute une carrière au Mexique avant d'être connue aux États-Unis. La légende dit qu'en fait,
Cathy Jurado, elle a été découverte par Bud Boetticher parce qu'il cherchait une actrice mexicaine. Elle a été découverte par hasard dans les arènes de Querétaro et il est tombé en admiration devant elle. Il a voulu l'embaucher dans le film qui venait tourner au Mexique, The Buttfighter and the Lady. Et en fait, voilà. Ça, c'est pas vrai. C'est la légende. Mais quand Boetticher, en 51, a vu Cathy Jurado, Cathy Jurado, elle travaillait déjà dans le cinéma mexicain depuis 1943. C'est une enfant de la balle, hein. Elle avait de la famille qui était dans le spectacle, dans le cinéma. Bon, on va pas trop parler de ça. Elle commence en 43. Donc, elle commence en 43, c'est-à-dire à 19 ans. Et bon, dès son premier film, elle joue avec Urueta, qui est un très grand metteur en scène mexicain, dans un film qui s'appelle No Matarás, tu ne tueras point. Donc, et elle va tout le temps tourner avec presque tout le temps avec des grands metteurs en scène. Hein. Alors bon, le cinéma mexicain des années 40, il n'est pas très connu, mais il y avait déjà des grands metteurs en scène comme René Cardona ou Ismael Rodriguez. Et bon, ces films sont assez difficiles à voir. Alors, on peut en voir quelques-uns. On a vu qu'il y avait Prison de Sueños, la prison des rêves, qui est un film qu'on peut voir, qui est assez beau. C'est déjà avec des acteurs qui nous disent quelque chose, hein, puisqu'il y a Rodolfo Acosta qui joue dans ce film. Mais en fait, Cathy Jurado, les Mexicains s'en souviennent pour un film qui s'appelle Nosotros los Pobres. Ça veut dire nous les pauvres. Et c'est le premier film d'une trilogie qui est très très célèbre au Mexique. Hein. Nous, en France, on a la trilogie de Marius de Pagnol. Et les Mexicains, ils ont la trilogie de Pepe el Toro. En fait, Pepe el Toro, c'est pas un taureau, c'est un homme, hein, c'est un charpentier mexicain. Et pendant 3 films, on voit comment il vit avec sa famille, avec un groupe d'individus. Alors bon, ça dépeint un peu le sous-prolétariat mexicain, de la ville de Mexico. Ce sont des films qui s'apparentent un peu au néo-réalisme italien, mais bon, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. C'est peut-être un peu moins théâtral. Le réalisme italien est pas théâtral, mais le cinéma italien est un peu théâtral, donc ça c'est un peu entre les deux. Dans le premier, donc Nosotros los Pobres, on voit déjà Cathy Jurado, donc on la voit dans le film là, qui prend la pose. Alors voilà, je disais tout à l'heure, une femme sensuelle mais aussi sulfureuse. C'est déjà elle. C'est déjà elle dans ces films mexicains où elle va déjà peaufiner son personnage. Et bon, elle n'a joué que dans le premier film de la trilogie, mais les Mexicains s'en souviennent bien. Elle a vraiment marqué. Donc là, elle est aux côtés d'une autre icône du cinéma mexicain, qui est Pedro Infante, qui est une légende, hein, du cinéma mexicain, qui fait le rôle de Pepe el Toro. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu donc 3 films, mais bon, Cathy n'est que dans le premier. Le deuxième film s'appelle Ustedes los ricos, vous les riches. Après nous les pauvres, c'est vous les riches. Et le dernier, ça porte le titre du héros principal, Pepe el Toro. Donc voilà, Cathy a joué que dans le premier, mais les gens s'en souviennent bien. Alors après, bon, elle a tourné donc encore des films, hein, pendant 10 ans elle a tourné des films, enfin pendant 8 ans elle a tourné des films avant de jouer dans le film de Boetticher. Il y en a un qui s'appelle Cárcel de Mujeres, prison de femmes, de Miquel Delgado. C'était au début des années 50. Alors c'est intéressant parce qu'elle joue avec 2 autres actrices mexicaines qui sont aussi utilisées par le cinéma américain, Miroslava et Sara Montiel. Et on arrive donc à 1951. Bullfighter and the Lady. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est un film de Boetticher. Boetticher, fan de tauromachi, va au Mexique, veut tourner un film sur les toreros, sur les corridas. Donc, alors il faut un héros américain parce que bon, l'histoire, c'est un héros, c'est un Américain qui veut torer. Et il y a un toréador donc mexicain qui est joué par Gilbert Roland. Et là, il engage Cathy Jurado, qui donc l'a vu, hein, dans les arènes. Alors il faut savoir que le film c'est un République et qu'il est produit par John Wayne. Ça va avoir son importance parce qu'en fait, alors le film il est bien,
Boetticher en était très fier, hein, c'était un de ses 3 films favoris, mais c'est un film qui n'a pas eu de chance. Parce que, en fait, la version intégrale de Bullfighter and the Lady durait 124 minutes. Alors, ça paraissait un peu long aux gens de Republic Pictures, et en fait, Wayne a demandé à John Ford ce qu'il en pensait. John Ford a dit c'est pas mal, mais c'est trop long. Et là, il a mutilé le film. Hein. C'est Ford qui a monté le film, mais bon, clairement, il l'a mutilé puisqu'il l'a ramené de 124 minutes à 87 minutes. Donc un film dont on ampute un tiers, ça n'a plus grand chose à voir avec le film que voulait montrer le metteur en scène à l'origine. Et c'est ce film-là qui est sorti, c'est ce film-là qui a été montré. Bon, il avait quand même des qualités, puisque Boetticher, il a été proposé pour l'Oscar du meilleur scénario, mais en fait, le film, c'était plus ça. Et manque de chance, Ford, ce qu'il aimait pas, c'était tout ce qui était mexicain, coutume mexicaine, etc. Il voulait s'intéresser surtout aux réactions de l'Américain dans le milieu mexicain, mais pas tout ce qu'il y avait autour. Donc, en fait, Gilbert Roland, une partie de son rôle est passée à la trappe, et Katy Jurado, on l'a moins vu. Et donc, bon, c'est dommage. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que on peut voir aujourd'hui la version intégrale de 2h04 de Bullfighter and the Lady, puisque Robert Stack avait une copie intégrale. Je ne sais pas si c'était sa propriété, mais elle était dans sa collection. Et en fait, dans les années 80, elle a été réutilisée, même un peu avant, je crois. Et maintenant, les DVD qui sortent, hein, notamment les DVD Olive Films, mais les Japonais aussi l'ont sorti dans une belle édition, eh bien, on peut voir le film dans la version intégrale. Alors bon, tant pis pour John Ford, mais tant mieux pour Boetticher, tant mieux pour les spectateurs, parce que en fait, c'est vraiment ce qu'a voulu faire Boetticher. Effectivement, Bullfighter and the Lady, ça a débouché sur l'engagement de Katy sur le film suivant, qui était Le train sifflera 3 fois. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. C'est un très bon film, comme tu as dit, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé sympa, mais bon, Si tu as l'occasion de le revoir, maintenant tu peux le revoir Oui. la version intégrale de 2 heures avec des séquences mexicaines qui avaient été coupées, hein, parce que bon, quand tu enlèves 40 minutes à un film de 2 heures, ça fait beaucoup. En fait, les Américains faisaient pas tellement de films comme ça. C'était la vision américaine. Et là, Boetticher, il a montré autre chose. Il a montré comment ça se passe au Mexique, comment réagissent les gens. Et c'est ce qu'avait coupé John Ford d'ailleurs. Hein. Pour parler c'est vrai, tu as parlé de la beauté de Katy Jurado, à juste titre, c'est vrai. Elle a quelque chose de, moi, personnellement, je trouve de très sensuel. Et elle fait sensuelle, elle fait bestiale un peu, c'est le style mexicain, mais elle a cette allure-là. Elle a quelque chose de merveilleux avec ses pommettes ou tout ça. Elle sait faire un peu moqueuse. Elle est capable elle joue des pommettes, pas des paupières, c'est des pommettes, des faussettes, je veux dire. Elle a aussi une petite bouche par moments un peu méprisante, qu'elle maîtrise à la perfection, qu'elle sait très bien faire. Et elle fait ça dans son jeu de visage, hein. Des petites expressions de temps en temps. On sent la femme du Sud, la mexicaine, bien. C'est intéressant parce que ça me fait penser à quelqu'un qui a les mêmes expressions, et c'est un homme, c'est Elvis Presley. Il fait un peu la moue dédaigneuse, et elle aussi. J'ai trouvé, c'est 2 personnes qui ont ce truc. Ça lui donne un genre, quelque chose de pas mal. Et en plus, elle a joué avec Presley une fois. Micmac au Montana. Bien sûr, voilà. Donc, c'est ça. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais bon. C'est toujours bien les films d'Elvis, c'est dépendant. On va peut-être parler donc du film suivant, qui est célébrissime évidemment. Hein. Elle le tourne en 1951 et le film sort en 52. High Noon, Le train sifflera 3 fois de Fred Zinnemann. Elle commence à jouer ce rôle de Mexicaine qu'elle va jouer souvent au rôle d'indienne, de mexicaine, mais là c'est une mexicaine. Donc le rôle de Helen Ramirez, l'ex-maîtresse du héros, Gary Cooper, mexicaine, belle femme, qui est assez. On voit que c'est un peu le destin, hein, Hélène Ramirez, le personnage de Katy Jurado.
Elle est habillée en noir, c'est la marque du destin, destin qui semble qui va emporter le héros. Voilà, c'est la tragédie, peut-être même la fatalité, donc ce qui sera pas le cas forcément dans un western américain, mais c'est un peu ce qu'elle personnifie là. Elle est brillante, elle est extrêmement brillante dans ce film. Elle va avoir le Golden Globe. Ce sera la première actrice hispanique, du type hispanique, on va dire comme ça. Bon, c'est une connotation que j'aime pas trop, mais bon, on va le dire comme ça, qui va avoir le Golden Globe et elle va être nominée à l'Oscar du meilleur second rôle. Elle l'aura pas, mais bon, c'est déjà bien. Bon, on connaît tous le film, c'est un des sommets du western. Il y a une photo qui est très intéressante, c'est une photo où on la voit à côté de Grace Kelly. Elles sont côte à côte, hein, c'est le moment où Gary Cooper renvoie les deux femmes, il veut pas qu'elle le voie se faire tuer, et donc elles partent tous les deux à la gare, et il y a une photo donc on voit sur la calèche Grace Kelly d'un côté, et Cathy Jurado de l'autre. Moi, c'est une photo que je trouve saisissante, parce qu'on voit deux types de femmes très différentes. Alors bon, il faut savoir qu'elles aiment le même homme, mais elles sont très différentes, cultures différentes, même morphologie, races différentes. Hein. Et bon, d'un côté, on voit la blondeur de Grace Kelly, l'innocence du personnage, et de l'autre côté, on voit Cathy Jurado, qui on voit déjà qui est une femme déjà qui a du caractère et qui a vécu quand même. Hein. C'est pas du tout le même genre. Alors bon, on est dans un western américain. On sait que bon, le héros à la fin partira avec la blonde, avec Grace Kelly, avec l'innocence. Et bon, comme souvent, la brune, la mexicaine, l'indienne même sera sacrifiée, comme souvent dans le cinéma américain. Mais bon, cette photo, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre ça. Et quand on connaît le film, c'est très frappant. Et en plus, bon, on voit le physique des deux femmes. Hein. Elles sont extrêmement belles toutes les deux, mais c'est presque le blanc et le noir, quoi, l'ombre et la lumière. Je suis d'accord, hein, c'est très magnifique ce que tu dis. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que vraiment ça représente bien ça. Sur le film, je vais aussi vous laisser parler hein, pour vous dire parce que bon, c'est un film où il y a des choses à dire. Bon, moi je trouve que c'est une entrée fracassante de Cathy Jurado dans le cinéma américain et dans le western, parce que même si le personnage de Cooper il est très très fort, il y a plein de gens qui sont bien autour de lui, hein, qui sont de bons acteurs, et puis il y a Grace Kelly qui est marquante aussi, mais elle a un rôle beaucoup plus développé que Cathy. Ben, Cathy, on s'en souvient, et cette image de Mexicaine qui compte pour le héros, mais qui sera pas sera pas choisi, qui sera sacrifié, comme je disais, eh ben, elle le personnifie magnifiquement. Elle était tellement marquante dans le rôle d'Hélène Ramirez qu'en 66, quand on fera on a fait plusieurs remakes et plusieurs suites du Train sifflera 3 fois, mais il y en a un c'est peut-être le moins connu, un remake TV en 66. Je crois que c'est Peter Fonda qui fait le fils de Gary Cooper. Et dans ce remake, dans cette suite plutôt, eh ben, elle reprend le rôle d'Hélène Ramirez. Donc voilà, à quel point elle a été marquante. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu un autre remake avec Lee Majors aussi, je crois, à la télé. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais celui-là est assez intéressant puisqu'en fait, dans l'histoire, je me souviens, le personnage de Gary Cooper, enfin d'après ce qu'ils disent, il a été tué par vengeance par les fils d'un des hors-la-loi qui a été tué, et puis maintenant le Peter Fonda qui fait le fils du shérif veut se venger à son tour, et voilà, il y a encore Cathy Jurado ici. Moi, je trouve que pour le Train sifflera 3 fois, en fait, la grande vedette, pour moi, qui m'a impressionné, c'est Cathy, justement, parce qu'elle fait pendant tout le film, elle fait la femme d'expérience, qui connaît les choses, qui connaît plein de trucs beaucoup plus fortes que le couple, en fait, Gary Cooper et Grace Kelly. Et c'est elle qui apprend, à la fin, qui apprend la vie, l'amour qu'elle a qu'elle n'a pas eu avec Gary Cooper, mais que grâce à la chance de pouvoir vivre, elle apprend tout. Et Grace Kelly découvre cette chose, cette femme magistrale qui est Cathy Jurado, et elle finit par, justement, la fin, on connaît la fin, c'est magnifique. Et je trouve que le rôle de Cathy Jurado est très fort, très puissant dans
dans ce film. Aussi fort que Gary Cooper. Grace Kelly, c'est un peu plus léger, mais c'est bien. Le film en lui-même, il est très bien, c'est formidable, hein, il n'y a rien à dire, tout le monde le connaît. Mais Cathy Jurado fait quelque chose d'une composition magistrale et remarquable. D'autant que je te dis qu'elle a été nommée à l'Oscar, hein, donc la réaction que tu as, je pense que c'était la réaction de beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs et même des gens du métier, hein, puisqu'elle a été proposée à l'Oscar du meilleur second rôle, et elle a eu le Golden Globe, ce qui est quelque chose quand même. Ah oui, c'est comme l'Oscar pratiquement. Oui, c'est comme l'Oscar. Oui, et on parlait de ce film, on disait que c'était le genre surhumain, un peu comme Shane, un peu au-dessus de... Alors que c'est tout à fait un film normaux, quoi. Moi, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ce film, c'est qu'on voit le héros qui a peur. Et ça, c'est quand même assez rare. Oui, il a vraiment très très peur. Il est même terrifié. Il sait pas comment il va faire. Il cherche, il court dans la ville pour chercher de l'aide. Et en plus, c'est Cooper, quoi. C'est pas n'importe qui, hein. Et c'est fort. Il a peur, mais en même temps, il a le courage, un courage fou. Et on voit justement, j'y reviens à Cathy Jurado, qui n'a pas peur. Elle est forte que c'est pas possible, quoi. Et fataliste, on sent la fatalité quand elle attend le train et tout, c'est magnifique. Oui, c'est le destin. Moi, je trouve qu'elle symbolise un peu le destin, la destinée. C'était pour l'étoile du shérif, en fait, que Gary Cooper jette à terre. Quand tous les acteurs ont vu cette chose-là, John Wayne en particulier, a fait une petite polémique en disant « Je ne jetterai jamais, moi, mon étoile à terre et marcher dessus ». Alors que Cooper ne marche pas sur l'étoile. Sa botte va au-dessus et la touche pas. Je trouve que c'était une polémique à la noix, mais bon... Ce qu'on peut dire, c'est que Wayne, en fait, après, quand il a fait Rio Bravo avec Hawks, justement, il a voulu prendre le contre-pied de ça en montrant... un shérif dans une situation un peu identique, enfin pas tout à fait parce qu'ils sont plusieurs à l'épauler, mais en disant un shérif il doit faire son boulot et puis il faut pas remettre en question. Enfin bon, on sait que c'était quand même un conservateur, hein, un républicain, donc voilà, hein, l'autorité de l'État, la nation, le patriotisme. Enfin, je critique pas, hein, tout ça, c'est estimable. Mais voilà, ça représentait bien le bonhomme. C'est vrai que ça a fait un peu de bruit cette histoire. Ouais, aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il détestait le producteur du film, Karl Forman, parce qu'il était accusé de sympathie communiste. Donc effectivement, il avait aussi, il avait quelque chose contre le producteur. D'ailleurs, il a contribué à le faire chasser des États-Unis. Absolument. Donc bon, voilà quoi, c'est un peu des règlements de compte d'arrière-boutique, je dirais. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Marc. Je suis complètement d'accord et je trouve que le film, il joue beaucoup sur le contraste entre Grace Kelly et Cathy Jurado. À savoir que Grace Kelly, elle a toujours ses tenues blanches, alors que Cathy Jurado, sont des tenues beaucoup plus sombres. Et bien évidemment, je te rejoins pour dire que le film il met vraiment bien en valeur Cathy Jurado. Et il y a une scène que je voulais montrer en quelques plans. Je trouve que ça résume un peu son jeu. Fred Zinnemann, il construit la tension lorsqu'il y a cette rencontre avec Gary Cooper. On commence par un plan un peu large. Elle a très peu de dialogue, c'est Cooper qui parle, mais elle arrive à être très expressive avec son regard. Et puis, plus on avance dans la scène, plus la caméra se passe à des gros plans de Cooper. Et il y a aussi un autre moment où son expression, son regard, ses yeux sont assez fascinants. Alors le premier moment, c'est lorsque le passage que tu citais juste avant, lorsqu'elle raccompagne Grace Kelly sous le regard de Cooper et elle tourne la tête pour le regarder et sans dire un mot, tout est dit. Et il y a un autre moment plus tard où lorsqu'elle monte dans le train et qu'elle croise Frank Miller, là aussi un petit regard et qui exprime beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est un film qui est une belle opportunité pour l'actrice de briller. Et c'est ce qu'elle fait. Et je voulais aussi citer ce qu'elle dit à un moment. Elle dit « Si Kane était mon mari, je ne le laisserais pas partir. Je prendrais une arme et je me battrais. » Et c'est clairement l'opposé du personnage, alors tu disais plus développé, mais qui est aussi un peu plus lisse de Grace Kelly.
Et je trouve que cette citation résume beaucoup les rôles qu'elle a joués et peut-être la femme en elle-même, puisqu'elle avait dit qu'elle était très fière de ce film car elle jouait et paraissait comme une Mexicaine et non pas une imitation. C'est vrai. Et on le ressent, tout ce que vous dites là, on le ressent vraiment, on le vit avec elle. Elle fait le film, elle porte le film malgré tout. Malgré que la star soit Gary Cooper, c'est clair. Mais elle a quelque chose de magnifique dans ce film, pas à dire. C'est un film qui était, comme le disait Vincent, un tremplin formidable. Et en fait, ça va lui ouvrir énormément de portes. On est en 1952, ça va lui permettre de tourner aux États-Unis. D'abord dans des personnages un petit peu stéréotypés, mais pas toujours. Et en tout cas, elle va avoir aussi de très bons rôles. Donc, à partir de là, elle va avoir des propositions de travail importants aux États-Unis. Elle va quand même faire, alors je voulais juste qu'on s'y arrête un instant, un film encore au Mexique. Elle va encore faire un film au Mexique en 1953. Elle va, avant de partir faire une succession de films aux États-Unis, elle va faire un film avec Luis Buñuel. Qui est donc Buñuel, il est né espagnol. Il est parti travailler au Mexique parce que il a fui la dictature franquiste à la fin des années 30. Donc il a d'abord travaillé aux États-Unis, mais pas comme metteur en scène. Hein. Il a travaillé dans le Muséum d'art de New York, il travaillé dans une radio, et après il a travaillé longtemps au Mexique, pendant des années. D'ailleurs, il a pris la nationalité mexicaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la personnalité de Buñuel. Buñuel, quand on regarde le noyau dur des plus grands cinéastes, vraiment du monde, il est pratiquement toujours dans ce noyau dur. Hein. C'est toujours les mêmes, hein. Murnau, Mizoguchi, Fritz Lang, Jean Renoir, Wells, Hitchcock, et il y a Buñuel aussi. Donc voilà, c'est un des plus grands Buñuel. Et Katy Jurado a travaillé avec Buñuel dans un film, alors c'est très intéressant, qui s'appelle en espagnol El Bruto, la brute, qui est joué par Pedro Armendáriz, super vedette au Mexique. Le film, quand il est sorti en France, il s'est appelé L'Enjôleuse. Alors, c'est pas la brute, c'est l'enjôleuse, rien à voir dans la traduction, mais l'enjôleuse, c'est Katy Jurado. Donc voilà, elle a piqué le premier rôle à Pedro Armendáriz. Pour faire un mauvais jeu de mots, c'est comme si Man of the West, l'homme de l'Ouest, ça aurait été baptisé en France Woman of the West, et ce serait Julie London qui aurait piqué la vedette à Gary Cooper. Bon, je caricature évidemment, mais il y a un peu de ça quand même. Et là, on voit cette très belle photo, encore très sensuelle, de Katy Jurado qui est couchée dans un déshabillé vaporeux. Et effectivement, l'enjôleuse, je suppose que les gens qui ont été voir Il Bruto, ils ont aussi été voir l'enjôleuse, ils ont été voir Katy Jurado. C'est intéressant. Elle a tourné avec Buñuel, hein, c'est pas rien de tourner avec Buñuel. Alors c'est pas la seule actrice qui a joué dans des westerns qui a tourné avec Buñuel. Pour la petite histoire, Zachary Scott, qui est un bon acteur de western, a tourné avec Buñuel aussi au Mexique, dans La Joven. C'est donc La jeune fille, un film mexicain. Et il y a un autre acteur américain qui a tourné avec Buñuel, mais je vais pas dire son nom, mais je le dirai plus tard, ce sera la devinette du jour. C'est un acteur qui a joué avec Alan Ladd dans un western, et qui a tourné aussi avec Buñuel. Je le dirai plus tard, c'est juste pour mettre un petit point d'interrogation un peu rigolo. El Bruto, c'était bien d'en parler. Alors c'est le summum de la carrière mexicaine de Katy Jurado. Hein. On sait que Buñuel, il a fait plein de grands films au Mexique, hein, la plupart. Hein. La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, Nazarin, Los Olvidados, enfin bref, que des films, beaucoup de films importants, qui sont très intéressants à redécouvrir d'ailleurs, mais aussi El Bruto avec Katy Jurado dans son grand rôle. Et après, donc, à ce moment-là, 52, 53,
Cathy, elle est sur les rails, elle est aux États-Unis et elle va jouer dans plein de films, et notamment des westerns. Voilà, alors il y a les rebelles de Sant'Antone, c'est un république. Bon voilà, ça c'est sur la foulée de High Noon. Elle commence à avoir des rôles aux États-Unis, des grands rôles. Hein, là, elle est quatrième au générique, c'est pas mal. Bon, je l'ai pas vu depuis un moment ce film, mais je me souviens qu'elle a un peu un rôle qui est pas très éloigné de celui du Train sifflera 3 fois, à la différence que là, Rod Cameron, il est vraiment amoureux de Cathy Jurado. Hein. C'est plus un amour qui est terminé comme avec Gary Cooper dans Le Train sifflera 3 fois. Il y a une attirance. Et alors surtout, c'est Arlene Whelan qui joue la femme blanche, donc la contrepartie pour le héros de Cathy Jurado, enfin plutôt le reflet anglo-saxon de la mexicaine. Et le rôle de Arlene Whelan, c'est une femme assez tordue, hein, assez ambiguë. Alors que bon, ça n'a pas du tout la pureté de la rôle de Quaker qu'avait Grace Kelly. Donc voilà, c'est encore une rivalité avec une femme blanche. Bon, alors je dis pas cette fois-ci parce que le film est moins connu avec qui partira à la fin Rod Cameron, mais bon, il y a beaucoup de points communs. Enfin, moi j'en trouve en tout cas dans la démarche avec Le Train sifflera 3 fois. Et puis c'est un film. Hein, on voit Rodolfo Acosta, on voit Bob Steele, hein, on voit Harry Carey, on voit des classiques, des acteurs de la grande époque aussi du western. Harry Carey Jr. Hein, pas Harry Carey Senior. Qui est déjà mort en 53. C'est un film qui est assez difficile à voir. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous en souvenez, mais il est quand même bien. C'est-à-dire que ce film, je l'ai vu, mais je ne m'en souviens plus. Vraiment, je ne me souviens plus. Je sais que ça ne m'avait pas déplu, mais voilà, quoi, je ne peux pas dire grand-chose. Ouais, moi c'est un petit peu pareil, je l'ai vu, mais j'ai assez peu de souvenirs. Là, on voit sur cette affiche qu'ils ont joué sur le fait qu'elle tournait dans Le Train sifflera 3 fois, sur la droite, là, avec That High Noon Girl. Oui. Mais ce que je voulais noter, c'est qu'elle joue aux côtés d'un autre acteur mexicain que l'on retrouve dans plein de westerns. Cet acteur, je pense que vous le connaissez forcément. Le voici, il s'appelle Rodolfo Acosta. Donc ça dit quelque chose à Yves. Oui, l'aigle solitaire surtout. Oui. On se demande bien pourquoi. Oui, non, c'est un acteur que j'aime bien, un Mexicain qui représente vraiment le Mexicain. Et puis, ses films sont bons, j'en ai vu pas mal, je me souviens pas parce que c'est pas toujours la vedette, excepté, je crois qu'il a fait un film, je me souviens plus, où il était en vedette, un espèce de film noir, qui était film noir ou dur, hein. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a sa place dans tous les westerns, et même en indien. Il fait très, très bien l'indien aussi. Il était en indien dans Les Rôdeurs de la Plaine, dont on a parlé dans notre 4e podcast. D'ailleurs, dans ce film-là, on retrouve Dolores Del Rio, qui est une actrice mexicaine, soit dit en passant. Et puis après, il a fait La Cité des Tueurs, Révolte au Mexique, Le Traître du Texas, Kondo, Les 4 fils de Cathy Helder, et puis il a fait beaucoup de télévision, Rawhide, Bronco, Cheyenne, Les Aventures du Far West, Bonanza. Donc c'est un acteur plutôt vraiment familier pour le public. Et je trouve d'ailleurs, je me permets cette parenthèse, que c'est ce qui fait le charme de l'âge d'or d'Hollywood, c'est qu'on avait ces acteurs qui tournaient énormément, qu'on reconnaissait d'un film à l'autre, et on n'avait plus besoin de présenter les personnages, puisque Rodolfo Acosta, souvent c'était le bandit mexicain, donc on comprenait assez vite ce qui allait se passer. Et finalement, ça manque beaucoup dans les films et les séries d'aujourd'hui où on n'a plus ce genre de... Son visage est marquant. Il reste gravé dans la mémoire. Il passe pas inaperçu. C'est un acteur aussi donc mexicain qui avait joué avec Cathy Jurado avant qu'elle vienne aux États-Unis. C'était un acteur réputé au Mexique. Bon, c'était pas une star comme Pedro Almondariz,
mais c'était quand même un acteur qui jouait les vedettes. Hein. Et effectivement, ce que tu dis, Vincent, c'est que oui, c'est vrai, c'était un repère ces acteurs. Vous voyez Rodolfo Acosta, on disait bon, ça va, il va se passer un truc un peu tordu parce que on le connaît quoi. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Et effectivement. Oui, c'était bien. Alors parfois il était surprenant parce que des fois il avait un rôle moins noir, moins négatif. Mais bon, souvent c'était un bon repère pour les spectateurs, c'était bien quoi. Et on le voyait en Bandido, on le voyait en Homme de main. Voilà, il faisait partie de la famille quelque part. Ouais, c'est exactement ça. Et puis il y avait d'autres acteurs. Enfin, on peut citer Alfonso Bedoya aussi. Oui. Peut-être qu'on en reparlera. Gilbert Roland. Oui. Et ce qui me frappe aussi, c'est que comme tu dis, il a tourné. J'ai compté, je crois, 4 films avec Cathy Jurado. Oui. La Dame et le Toréador, Prisión de Sueños, celui-ci, et puis La Vengeance aux 2 visages. Oui. Et on pourrait presque en conclure que dès qu'il fallait un acteur mexicain, on prenait Rodolfo Acosta et Cathy Jurado. Ouais, ils se sont croisés, c'est sûr. Hein, oui, bien sûr. Hein. Bon, après, on a vu aussi, on a associé d'autres acteurs. On a justement Gilbert Roland, on l'a aussi associé à Dolores del Rio. En fait, les acteurs mexicains, les actrices mexicaines, c'était un peu pain béni pour Hollywood parce que ils allaient récupérer des acteurs qui avaient déjà de l'expérience et du talent, et ils avaient des rôles tout prêts pour eux. Et alors, ils pouvaient jouer les Mexicains, ils pouvaient jouer les Indiens, et c'était formidable. Et puis ils étaient attachants. Il y avait déjà une sorte de charme latin quelque part. Hein. Donc voilà, non, on pourrait presque faire un podcast là-dessus. Hein. C'est tellement marquant. Et Rodolfo Acosta, même si c'était pas un des plus connus, c'est un de ceux dont on se souvient le mieux. Par justement ce physique. Effectivement, Yves a vu juste en le faisant remarquer. Voilà, on se souvient de lui. Et ça fait même plaisir de le voir dans les séries western qu'on a vues après à la télévision. Oui, absolument. Après, Santone, je pense on peut regarder quelques films qu'elle a dû encore tourner. Je crois qu'il y a Le Sorcier du Rio Grande aussi, qui est vers de cette époque-là. Qui a dû être tourné dans 53. Un film qui a ses amateurs, mais qui a aussi ses détracteurs, parce qu'on a dit que c'était un film raciste. Alors, je sais pas si vraiment c'est le cas. Moi, je trouve que c'est pas mal fait. Donc là encore, je crois qu'elle s'appelle Nina dans ce film, Cathy Jurado. Je pense que là ils ont fait fort. C'est une métisse mexicano-apache. Alors, ce qui est pas idiot d'ailleurs, hein, parce que il faut savoir que les Apaches, ils enlevaient des femmes mexicaines, hein, ils les kidnappaient, quoi. Ils les prenaient avec eux, et ça donnait lieu à la naissance de métis. Hein. Il y en a eu beaucoup. Donc voilà, donc elle a un rôle comme ça. Le film est assez bien documenté. Bon, c'est un film de mec, hein, c'est Charlton Heston contre Jack Palance. Elle est tout de suite après, Cathy Jurado, elle apporte aussi un peu ce qu'elle amenait dans Le Train sifflera 3 fois. Quoi. Il y a une sorte de sagesse qu'elle amène. Elle essaye de discuter avec les uns, avec les autres. Elle représente autre chose que la guerre et la mort. Parce que quelque part c'est ça le sorcier du Rio Grande, hein. C'est la haine de 2 personnes, hein, de Charlton Heston et de Jack Palance qui se haïssent, et quelque part c'est aussi presque l'affrontement des irréconciliables, hein, les Apaches et les soldats. Voilà, c'est un film qui est intéressant, qui est tiré d'un roman aussi qui a donné lieu à une autre adaptation qui est beaucoup plus intéressante que celle-là. C'est le même roman qui a donné lieu à Führer Apache de Robert Aldrich avec Burt Lancaster. Ils ont pris le même roman, c'est une approche un peu différente, mais bon. Le Sorcier du Rio Grande, c'est un film qui a ses amateurs. Bon, moi je suis pas un grand fan quand même, hein, parce que je trouve que c'est un peu
caricatural quelque part. Bon, par contre, il montre un héros assez antipathique, parce que Charlton Heston est pas très sympa et il est assez dur. Mais c'est le personnage du livre. Donc voilà. Enfin, là encore, un western qui est où elle a un rôle donc de métisse mexicaine apache. Je sais pas si vous aimez bien ce film. Oui, moi je l'ai trouvé pas trop mal, pas trop mauvais, je veux dire. On sent ces deux personnages très très violents, mais on sent du respect l'un pour l'autre et il y a quelque chose dans son film et de la rivalité. Ils sont pareils, ils sont égaux en fait, tout en étant indien et l'autre raciste. On sent tout ça, mais on sent une certaine lutte et de respect dans ce film. Mais bon, c'est pas l'avis de tout le monde puisque c'est un film quand même un peu raciste. Mais moi, je le vois quand même un peu autrement. Oui, c'est pas faux. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Le souvenir que j'en ai, c'est que Jack Palance était très bon dans le rôle. Et puis, c'est un film réalisé par Charles Marquis Warren, qui est pas très connu, mais qui a une carrière, qui a fait quelques films moins connus, pas mal, et surtout qui a une carrière à la télévision, je crois, avec les Rawhide, donc un réalisateur qui mérite qu'on s'y intéresse. Un grand connaisseur de l'Ouest, Warren, c'est sûrement. Et je pense que Jack Palance, finalement, c'est la même année que Shane, ou l'année suivante. Il sortait, il devait sortir du tournage de Shane, en fait. Oui, tout à fait. On peut parler de La Lance brisée? Oui, La Lance brisée, là, Cathy Jurado a un rôle un petit peu de bourgeoise mexicaine arrivée, et elle fait... Et avec Spencer Tracy, le couple fonctionne bien. Je veux dire, autant la personnalité très forte des deux. Bon, après, il y a Richard Widmark et Robert Wagner, mais les frères. Mais on sent justement encore dans ce film, c'est encore elle qui a le dessus. C'est vraiment, elle est puissante. Elle impose sans trop parler. Elle a quelque chose. C'est elle qui vraiment est le centre du film. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est une indienne même. Je pense que c'est une indienne, me semble-t-il. Sur les photos là, on voit bien. J'aime bien. De toute façon, c'est pas pour rien qu'il l'ait choisi pour être face à Spencer Tracy. Il faut quand même. Oui, il faut pas. C'est un film que je connais, je l'ai vu. Honnêtement, je le trouve un peu lent. C'est un western, bon, il y a beaucoup de dialogues, il y a de belles scènes, il y a de bons acteurs, mais bon, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Je trouve que c'est un peu lent, c'est un peu lourd. Bon, Edward Mittrick, il a fait de bons films, c'est pas la... Oui, mais moi je l'aime bien. J'aime bien ce film parce qu'il y a un côté familial. Et on sent que c'est une histoire de famille, oui. Voilà. Et c'est agréable à suivre petit à petit, quoi. Ça change un petit. Moi, j'aime bien. Et est-ce que vous savez de quel film est tiré La Lance brisée? Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Un film noir. Oui, avec Edward G. Robinson. Exactement. Non oui. Et Richard Comte. Oui. Et je me souviens c'est ça. Qui faisait le rôle de Cathy Jurado? Je crois que c'est Suzanne Hayward. Ah oui, d'accord. Bon, la comparaison est un peu difficile à faire. Ah, Suzanne Hayward, c'est quelqu'un. Quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que tu trouves que le rythme est un peu lent. C'est que c'était initialement un film noir de Joseph L. Mankiewicz, donc des films un peu plus à dialogue. Et moi, je me souviens, il y a des scènes dans le tribunal avec Spencer Tracy qui sont vraiment pas mal. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas un western d'action. Maintenant, le scope, il est vraiment très agréable. Oui. Il y a quelques plans quand ils sont à cheval qui sont vraiment marquants. Ou même là, on le voyait sur ces images. On est en 1954, je crois. Donc c'est vraiment le début du cinémascope et les réalisateurs, ils essayent de mettre en valeur le cadre, de faire une bonne composition et c'est agréable de voir tous ces acteurs réunis sur une même image. Ah oui, ça c'est formidable. On en voit 6 sur le scope qui sont bien positionnés. Ah oui, c'est remarquable. Techniquement, c'est très réussi. Encore un beau rôle pour elle, c'est évident. Et oui, elle a fait beaucoup de bons films, bons westerns.
Mais elle a un visage passionnant, hein, et marquant. Elle a quelque chose. Alors, The Man from Del Rio, c'est un film, pour être franc, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup ce film. Je trouve qu'il est un peu bancal. Il est pas, enfin bon, l'histoire est un peu tirée par les cheveux. C'est un peu bancal. C'est bon, c'est pas formidable. Mais il y a quand même quelque chose qui est très important dans ce film, me semble-t-il. C'est qu'on est dans un film américain, dans un western. Et les deux personnages principaux, et même les deux acteurs principaux, ce sont des acteurs d'origine hispanique. Enfin bon, Anthony Quinn, il est à moitié mexicain, hein. Mais bon, il est à 50% mexicain, donc et puis il est assimilé souvent à un acteur mexicain. C'est d'ailleurs, ce serait le seul acteur mexicain, même s'il n'est pas complètement mexicain, qui est accédé au statut de superstar. C'est pas le cas des autres. Et il y a Katy Jurado. Donc, je trouve ça très intéressant dans un western américain que les deux personnages principaux, ce sont des Mexicains. C'est peu courant quand même, hein. Sinon, le film lui-même, je l'aime pas beaucoup. Alors bon, Katy Jurado, là, elle a un rôle un peu de femme de caractère, hein. Elle est toujours très très sensuelle, mais bon, elle se bagarre. Les relations avec Anthony Quinn, le personnage d'Anthony Quinn, elles sont un peu violentes, hein. Ils se mettent des baffes. Enfin bon, c'est quand même bon. C'est intéressant par le fait qu'ils soient tous les deux mexicains, enfin d'origine mexicaine. Pour le film lui-même, bon, c'est plutôt pas une grande réussite de mon point de vue. Mais bon, on a le droit de penser à autre chose, bien sûr. Je suis de ton avis, je n'aime pas trop non plus ce western. Je trouve que vraiment ça sent trop, si tu veux, le cabotinage de l'un et de l'autre. Vraiment, c'est Anthony Quinn, on sait qu'il est très bien, hein, mais il a tendance à en faire un peu trop. Et elle, là, c'est un peu trop aussi. Ça fait cabotin, c'est pas forcément très, très agréable. Non, le film par lui-même, on le regarde, c'est vrai, mais c'est gênant, on le voit, on l'oublie, quoi. Voilà. D'ailleurs, je l'ai vu 2-3 fois, je me rappelle. Je sais que ça cabotine. Je l'ai pas vu, donc et vous me donnez pas envie de. On est désolé, non, il faut que tu le vois. Hein. Il faut que tu le vois, non, il faut se faire une idée. Mais oui, mais c'est bon, mais il doit être difficile à voir. Hein. Je crois qu'il est jamais sorti. Si, enfin j'ai une copie. Ouais. Ah, tu as une copie parce que je crois qu'il est. Enfin, non, il est pas sorti. Il est pas sorti. Oui, moi je sais que je l'ai vu sur un DVD américain. Ah, alors je crois qu'ils viennent de ressortir. Ils ont sorti un coffret avec 2 films d'Anthony Quinn. Oui. Et je suis quasiment sûr que c'est celui-là. Ouais. Oui, et puis l'autre, c'est La Chevauchée du Retour, je crois. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Alors après, il y a un western qui a une réputation assez mythique parce que c'est un western très rare et qu'il est. Alors, oui, il n'est pas sorti en DVD ici, je crois qu'il est sorti en Allemagne, mais dans une copie recadrée. Et d'ailleurs, toutes les diffusions télévisées de ce film ont été recadrées. Ce film qui s'appelle Dragoon Wells Massacre, qui a été tourné en cinémascope initialement. Donc si quelqu'un a la version en cinémascope, je pense que ça vaut son pesant d'or à acquérir. C'est un western qui est tourné en extérieur, je m'en souviens, je l'ai vu il y a longtemps. En fait, c'est des gens qui sont dans une diligence, si je me souviens bien, puis c'est un voyage. Alors il y a Barry Sullivan, oui, qui a un rôle toujours un peu inquiétant, mais qui est très bien. Il y a Denis O'Keefe aussi, qui doit faire le héros. Katy Jurado, je crois que c'est une des passagères de la diligence. Ah, donc là, j'ai vu qu'il y avait Mona Freeman qui jouait dedans, donc j'imagine qu'il doit y avoir encore une opposition ou au moins une comparaison entre les deux femmes, hein, la blonde et la brune, l'anglo-saxonne et la mexicaine. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais bon, c'est vrai que c'est un film qui a une bonne réputation, parce que en plus, je crois que c'est assez bien fait. Et Roy Schuster, le metteur en scène, il a fait quelques bons westerns. Et sa réputation, elle est aussi liée au rôle que joue Jacques Elam dedans, puisque c'est l'un des rares rôles où c'est un bon personnage. Oui, alors ça je m'en souviens. Oui. Je viens d'acquérir ce film, mais je ne l'ai pas encore vu, j'ai juste parcouru comme ça. Et apparemment, ça a l'air hyper sympa. Et on voit à un moment donné Mona Freeman et Katy Jurado, une bagarre très sympa où on les laisse se battre et tout. Ça est très intéressant. Le film a l'air excellent.
Elle se bagarrait, hein, Cathy Jurado, avec les mecs, avec les femmes, dans les films. Hein. Dans la vie, Oui. je sais pas, peut-être. Hein. Il paraît qu'elle se bagarrait avec son mari, dont on parlera plus tard. Mais bon, dans les films, elle se bagarrait souvent. Hein. Et c'est un film qui a le mérite d'être construit sur une galerie de personnages. Dans mes souvenirs, effectivement, ça se passe tout le temps en extérieur. Oui. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de passages urbains. Et du Non, coup, je crois pas. on découvre toute cette galerie de personnages. Mhm. Et là encore, je pense que Cathy Jurado, elle a pas été choisie pour rien. Elle a été choisie pour ses origines et, comme tu le disais, pour contraster avec Mona Freeman. Donc oui, c'est un film qui vraiment mérite d'être vu. Ouais, j'espère qu'on verra dans une copie non passée au pan and scan et que ce serait bien quand même. Hein. Ce Et je serait bien. crois que ma copie est très belle. Hein. Je viens de recevoir une. Apparemment, Elle est c'est belle. bien. Je Parce le que- regarderai, je vous le dirai plus tard. Elle est en Mais- scope. Oui, Oui. c'est ça qui est important. Elle est en Ah, scope. Ah bah alors dis donc. non, mais attends, c'est de l'or. Hein. C'est de l'or. Bon, bah, je vais peut-être passer te voir la semaine prochaine. Alors. Oui. C'est quelle compagnie qui a fait ça? C'est Allied Artists. Ah oui, d'accord. Oui, Allied Artist, c'est Harold Schuster. C'est comme Jack Slade, c'est un Allied Artist aussi, oui. Mais il y a des Un films metteur comme en scène, même compagnie, oui. Ouais, ça me fait penser à un autre film avec Joël Macréa d'Allied Artists, de Thomas Carr, je crois. Et j'ai oublié le titre, malheureusement. Il y a Virginia Mayo dedans, et c'est Oui. un film qui a été massacré aussi, enfin, qui a été Oui, oui. recadré. Et très récemment, il y a une copie en scope qui est ressortie avec une superbe image. Donc, et Ah c'est oui, un c'est peu le intéressant. même. Enfin, non, c'est pas le même genre de film, mais ça se passe en extérieur aussi. Donc, le fait que Light Artists, qui avait quand même des budgets assez faibles, puisse se permettre de tourner en extérieur et en cinémascope, ça montre qu'ils essayaient de faire un effort pour se démarquer. Là, on a passé le milieu des années 50, donc. Ah oui, puis en plus, reconstituer le couple mythique de Colorado Territory, ça doit être intéressant. Oui. Et ensuite, il y a un film qui va plaire à Yves. Bon, ben là, je crois il faut le laisser parler, hein, parce que de toute façon, si on commence, il va pas nous laisser parler. Non, mais- On te donne la parole. Bon, bah, c'est un western très bien. Surtout, il y a Ernest Borgnine. Et ce qui est sympa, c'est que Cathy Jurado, je pense, ils se sont rencontrés sur ce film et sont mariés un peu après sur ce film. C'est un excellent western, mais cette fois-ci, je vais faire une entorse à Cathy. Je trouve qu'il y a dans ce Badlanders une femme magnifique qui s'appelle l'actrice Claire Kelly. Et Claire Kelly, elle est belle, mais belle comme c'est pas possible. Sinon, c'est un bon western. Hein. C'est le remake de Quand la ville dort. Ça n'a rien à voir, mais bon. Et Alan est fidèle à lui-même dans ce film. En gros, je vous laisse la parole, voilà. Je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a dit la dernière fois, c'est qu'on voit bien quand même la personnalité d'Alan Ladd. Là, en fait, c'est encore, bon, dans ces années-là, il est encore tout en haut de l'affiche, encore un des grands acteurs. Hein. Après, ça va diminuer un petit peu, mais et voilà, hein, il y a Borgnine qui joue avec lui, et les deux rôles ont la même importance. Hein. Et oui. Ils sont tous les deux au même niveau. Et Borgnine, il a des scènes formidables. Et là, il le laisse s'exprimer, etc. Alors que c'est quand même une star plus importante que Borgnine. Et ça je trouve que il faut vraiment lui rendre hommage à Alan Ladd. Il n'y en a pas beaucoup qui fait ça, hein, qui font ça. Vrai. Moi, je sais par exemple, je l'ai un tout petit peu évoqué, mais je sais que, par exemple, El Perdido, qui était produit par Kirk Douglas, il avait le rôle le plus marquant, bien que ce soit Rock Hudson qui était plus populaire, donc il était premier au générique, mais bon, c'était un film produit par Kirk Douglas. Kirk Douglas, en fait, il veillait à voir les meilleures scènes, et après, comme il était producteur, il avait un droit de regard sur le montage, et il s'est mis en valeur encore plus au montage. Bon, à la limite, pourquoi pas? C'est lui qui tenait les rênes. Mais Ladd, il aurait pu faire ça. Ben, pas du tout. Il
il sait s'effacer quand il faut, il met les acteurs en valeur, il met Ernest Borgnine en valeur, mais il met aussi Cathy Jurado, parce qu'elle a un rôle important quand même. Hein. On les voit tous les trois, pratiquement au même niveau. La photo, elle est très très belle, là, où ils se prennent par le bras, et puis en plus... Hein, qu'est-ce que toi? Et en plus là, je sais pas, moi ils ont l'air heureux. Hein. Très belle photo. Et là, c'est pas le même genre que Kirk Douglas, je veux dire. Non, c'est pas le même genre. Mais si tu veux, là je le trouve bien, quoi. Il a l'air heureux, alors que bon, il avait des problèmes. Bon, il était mal dans sa peau. Bon, on le sait. Mais là, on voit qu'il est détendu. Et puis les autres, ils ont l'air bien aussi. Hein. C'est formidable. C'est vrai. Là, aime beaucoup l'amitié. On sent qu'il y a le tandem fonctionne bien. Voilà, là, il n'est pas superficiel. Non. Aucun problème. C'est bien, d'ailleurs. Le film par lui-même est bien. Hein. Oui. Regarde, par exemple, dans les... Je crois que c'est dans Les Loups dans la vallée, Edmond O'Brien. Oui. Hein, il est formidable. Ben, c'est pareil. Edmond O'Brien, il a un rôle sensationnel. Bien sûr. Et c'est à l'au-delà de la vedette. Mais quand même, l'autre, on se souvient aussi bien. Mais pourquoi? Parce qu'il le laisse jouer. Quoi. C'est exact, Marc. C'est bien de le souligner. Il est droit, il est bon, il cherche pas compliqué. Et pas là à se prendre la tête. Il voit très clair. Mais il n'est pas prétentieux. Il est ouvert, il est simple. En fait, il est bien, quoi. Ça fait beaucoup pour la carrière d'Ernest Borgnine, en plus, ce film. Oui, beaucoup. Il a joué après des vedettes dans les films. C'est vrai. Parce qu'il est à égalité. Oui, tu vois à égalité. Il a un rôle où il est très bon aussi, Borgnine, c'est dans Jubal, avec Glenn Ford. Un peu pareil. Glenn Ford est un peu aussi le personnage comme ça. Et les deux sont réalisés par Delmer Dave. Très, très bon western. Donc voilà encore un beau rôle pour Cathy Jurado. Et donc, effectivement, comme tu le disais, elle s'est mariée avec Ernest Borgnine. Ils ne sont pas restés mariés très longtemps, je crois. 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas trop. Mais on sent qu'elle est heureuse dans ce film. On la sent détendue. C'est rare, d'ailleurs, de l'avoir jouée comme ça. Elle est bien dans ce film. Ah oui, complètement. Bah, tiens, voilà, on les voit là en train de trinquer. Voilà. Enfin là, ils s'entendent bien, mais il paraît que ça faisait quand même leur scène de ménage faisait les choux gras des gazettes. Hein. Et comme c'était 2 fortes personnalités, de fort tempérament, ça devait pas être triste tous les jours. Ouais. Des photos sympathiques, ça. Oui, pas mal. Bien. Alors la vengeance de visage, je crois qu'on sera d'accord pour dire que c'est un sommet du western. Oui. Un western qui est particulier, qui est original, sur plein de plans, sur tous les plans, sur le fond et sur la forme. Ce qui est intéressant, c'est que Cathy Jurado fait une Mexicaine. Il y a une autre actrice qui joue dedans, qui fait sa fille, Pina Pellicer, qui est pas beaucoup tournée. Je crois qu'elle est morte assez jeune et qui joue aussi là-dedans. Donc 2 Mexicaines. Bon, ce qui est intéressant, c'est la relation entre Brando et Malden, hein, qui est un des face-à-face les plus forts, à mon avis, de tout le western. C'est une tension qui monte de façon permanente et qui explose à la fin. Enfin, c'est très très bien. Les décors sont originaux. Il y a des tas de bons acteurs. Hein. Il y a aussi Ben Johnson qui joue dedans. Cathy Jurado, elle est assez apaisante dans ce film. Elle est assez apaisante parce que elle est au milieu de la tourmente en fait. Hein. Elle sent la tension, elle sent que ça va être terrible et en plus elle joue quelque part sa situation sociale parce que bon elle s'est mariée avec Karl Malden qui a un passé assez louche et tout ça va être remis en cause par l'arrivée de Brando, le retour de Brando et elle sent un petit peu que tout va lui échapper. Et en même temps, elle sent aussi qu'il faut quand même qu'il y ait une justice. Donc c'est un rôle difficile et ça se passe bien, elle s'en sort bien. Hein. Et on se souvient bien d'elle encore, hein, on se souvient bien d'elle. Ces scènes avec Karl Malden, c'est des scènes qui sont assez tendues et ils sont tous les deux très très bien. Et bon, hein, on voit toute la force du personnage d'un côté des Karl Malden et de l'autre de Cathy Jurado qui fait quelqu'un qui veut pas tout perdre, mais bon, qui est quand même ébranlé. Et ça c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce film. C'est un merveilleux western. Il n'y a rien à dire, c'est formidable. Cathy Jurado est aussi... C'est vrai qu'elle a un rôle particulier, mais apaisant, comme dit Marc. Mais Marlon Brando, je trouve, tout en étant dur, on sait pourquoi, la raison, c'est vrai qu'il est comme ça un peu, ressemble un peu à Cathy Jurado.
C'est le même style de force, de volonté. Bon, je veux dire, Cathy Girardeau a peur de tout perdre mais elle voit quand même que Karl Madeleine n'est pas un homme comme elle espérait, quoi. C'est quand même Et elle a quelque chose, elle a peur pour sa fille. Bon, l'actrice qui joue la fille de Cathy Girardeau, dans le film, ça me gêne un peu, je la trouve pas top, mais bon, ça va bien avec le film. Ça va. Mais bon, ils en ont remis une autre. Pour moi, ça aurait été un peu... Je ne veux pas refaire le film. Le film est vraiment formidable, il n'y a pas de défaut. On finit même par l'apprécier. C'est spécial, c'est particulier. Au début, ça m'avait choqué un peu, cette actrice-là. Et puis après, je m'y suis fait. Mais le film est tellement beau. Et puis, dans ce film... c'est beau, on voit la mer, on rêve. C'est rare de voir la mer dans les westerns, on le voit quelquefois, mais là, c'est poétique, c'est bien amené. C'est plus le désert. C'est un film magnifique, surtout pour Marlon Brando, quand même grandiose. Ben Johnson est fidèle à lui-même, il est magnifique dans ce film. Le Mexicain là qui joue là, qui fait le copain de Marlon Brando, c'est grandiose. Je trouve, voilà, quoi. Ça m'a plu, beaucoup plus. C'est un très bon film que je revois assez souvent. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. C'est un western très particulier qui a un certain ton, qui est une œuvre de Marlon Brando, vu qu'il était derrière la caméra et devant. Et puis ça a été un projet assez costaud à mettre en œuvre. Il y a une histoire assez longue sur le film. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de le voir dans d'excellentes conditions parce que pendant de nombreuses années, je crois qu'il était dans le domaine public, donc il y avait des copies assez mauvaises. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver de le voir et de le revoir. On revient en 1953 avec un film cette fois mexicain qui s'appelle El Corazón y la Espada. Et ce film, c'est le premier film tourné en 3 dimensions au Mexique. Oui, car la 3 dimensions n'est pas restée qu'aux États-Unis. Le titre mexicain veut dire le cœur et l'épée. C'est pas un film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui mérite d'être mentionné. Elle y incarne un rôle qui résume, à mon sens, sa carrière. C'est une femme forte qui ne se laisse pas faire, et voire même un garçon manqué à certains aspects. On le voit sur ces scènes, puisque on lui donne l'occasion de manier l'épée, et elle est très à l'aise dans les scènes. On va pas dire des scènes d'action, mais presque. Il y a des scènes où elle court, où elle se bagarre avec d'autres personnages. Je vais faire une petite parenthèse, ça sera pas la première dans ce podcast, sur la 3 dimensions, à savoir qu'il a été restauré récemment grâce à une campagne Kickstarter, donc de financement participatif, par la 3D Film Archive. La 3D Film Archive, c'est une société américaine qui travaille dur sur des restaurations de films en 3D et qui a notamment permis à Taza Fils de Cochise et Révolte au Mexique de sortir en Blu-ray aux États-Unis uniquement, malheureusement, pas plus tard qu'il y a un an. El Corazón y la Espada, il n'a pas été doublé en anglais à sa sortie, donc il a été exploité en langue espagnole, ce qui a un peu limité sa circulation, et quelques années après, il y a une version anglaise en 2D qui a été diffusée. Jusqu'à présent, il est resté assez rare jusqu'à ce financement participatif et la sortie d'un Blu-ray américain chez Flicker Alley qui s'appelle 3D Rarities, un Blu-ray qui peut valoir le coup pour les amateurs. Donc déjà, ce Blu-ray contient quelques archives en 3D outre ce film, et surtout la 3D de ce film, elle est vraiment fabuleuse. J'ai découvert le film il y a une semaine ou deux avant de faire ce podcast. Et la profondeur de champ, elle est très très bien travaillée. Il y a beaucoup de jets de projectiles vers la caméra. Alors on va dire que ça fait gadget, mais non, je trouve que ça apporte pas mal de choses au film. Et puis c'est sur la qualité du film en lui-même, c'est un film qui est un peu dans l'esprit du corpus de films Universal sur les 1001 nuits, donc tous les films avec Piper Laurie, Rock Hudson, Tony Curtis.
Avec Maria Montes, encore avant, avec John Hall, etc. Oui. Voilà, ça vaut pas ces films-là parce que c'est en noir et blanc et que le budget il est limité. Ça se passe quasiment tout au long du film au même lieu. C'est presque du théâtre d'ailleurs. Mais voilà, il y a quelques scènes bien jouées et puis elle est opposée à César Romero, qui est pas mal dans le rôle. Et d'ailleurs, il y a cette scène où je vous ai mis le sous-titre. Il cherche à découvrir un butin d'or. Et César Romero dit à Cathy Jurado, You don't need gold to be beautiful. Tu n'as pas besoin d'argent pour être belle. Donc c'est pas mal comme réplique. Oui. On a quelques scènes, on la voit là-dessus, où Cathy Jurado est bien armée pour affronter ses opposants. Donc une petite curiosité pour ce film mexicain. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un retour aux sources parce qu'elle n'avait pas fait encore tant de films américains que ça. Non, c'est tout au début. C'est tout au début. C'est 53, tu nous as dit. Je veux dire un retour aux sources mexicaines puisqu'elle était dans sa période plutôt américaine. Oui, mais au début de sa période américaine, je pense. Et là, on voit bien sa faussette là, sur la photo. Elle est géniale. Oui. Très observateur, oui. Et César Romero, j'ai oublié de mentionner qu'il est américain, mais d'origine mexicaine, comme vous le savez. Et ils ont tourné par la suite ensemble de nouveau dans un épisode de la série western Opération Danger, le 3e épisode de la 3e saison. Oui, une belle découverte, En 1955, elle tourne 2 films, un qui s'appelle The Racers avec Kirk Douglas d'Henry Hathaway, que je n'ai pas vu, Le Cercle Infernal. Je l'ai vu, mais il y a longtemps. C'est pas un truc d'automobile? Oui, ça a l'air. Ok. Et d'ailleurs, il y a Gilbert Roland et César Romero dans ce film. Et elle fait un autre film la même année qui s'appelle Trial, Mon fils est innocent, avec Glenn Ford. Je voulais mentionner ce film qui est très intéressant. La MGM, c'était un studio qui ces années-là, essayait de diriger des drames un peu contestataires, comme vous connaissez très probablement Graines de violence, Blackboard Jungle, qui est également avec Glenn Ford. Là, c'est un peu la même catégorie de film, un film réalisé par Mark Robson sur le racisme, le communisme, la corruption et le lynchage, donc pas mal de thèmes. Voilà, pour moi, c'est un film qui est représentatif de l'âge d'or de la MGM. On a un casting qui est vraiment royal. Je vais pas m'attarder sur le trio d'acteurs principaux qui est Glenn Ford, Dorothy McGuire et Arthur Kennedy, qui sont excellents. Mais on a surtout des seconds rôles qui valent le détour. Juano Hernandez, un acteur qui n'est pas mexicain mais portoricain, qui est très très bon, qui joue un juge. On a aussi Robert Middleton qu'on a vu dans pas mal de westerns, Whit Bissell, un second rôle qu'on voit souvent et vous vous en souvenez je pense pour la série Au cœur du temps, Time Tunnel. Et puis il y a aussi Elisha Cook Jr. Ah bien sûr. Ah oui, excellent. Donc c'est pas le meilleur rôle de Cathy Jurado, vous en doutez. Elle est finalement assez peu présente dans le film qui privilégie son trio d'acteurs principaux. Mais voilà, je voulais mentionner ce film qui a une histoire vraiment intéressante. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors moi j'ai regardé, puisque je savais que tu allais en parler. Je crois que c'est le procès d'un jeune Mexicain qui est accusé de meurtre injustement. Je crois que c'est le thème. Et elle doit faire la mère ou la tante du Mexicain, j'imagine. C'est un film un peu social aussi. Enfin, ça doit être un film de procès, j'imagine, Trial. Oui, c'est bien. Mark Robson, c'est un cinéaste qui a fait beaucoup de bonnes choses. Et je sais qu'il avait travaillé tout au début, dans les années 40, avec le producteur Val Newton, comme Jacques Tourneur d'ailleurs. Il avait fait des films très intéressants. Je sais qu'il en avait fait un avec Boris Karloff qui s'appelle Isle of Dead, l'île de la mort, qui était vraiment remarquable. Et je sais qu'il a fait aussi un western. Il n'en a pas fait beaucoup, je crois qu'il n'en a fait qu'un. Il a fait un western avec John Ireland. Moi, je me souviens que c'était bien.
Roughshod. C'est celui-là, avec voilà, exactement. C'est le seul western qu'il ait réalisé, et c'est avec John Ireland, qui fait un rôle d'évadé qui est assez intéressant, et c'est un très bon metteur en scène. Oui, oui, tout à fait. C'est assez prometteur, The Trial. Et là, ce film doit être bien. Je connais pas, on reconnaît John Odiak aussi, hein, qui était un acteur qui a pas fait une grande carrière, mais je crois qu'il est mort à 40 ans ou à 35 ans. Hein. Non, ça a l'air bien. Et Dorothy McGuire, effectivement, c'est l'interprète de The Spiral Staircase, le fameux film noir de Robert Siodmak. Et c'est la femme de Gary Cooper dans un western célèbre. Oui, La Loi du Seigneur. Ouais, c'est ça. Merci pour cette découverte, Vincent. Je vais essayer de le voir. Alors après, on repasse dans les années 60. Alors oui, Barabbas, c'est un film intéressant, hein, parce que Katy Jurado joue avec son mari. Ils étaient encore mariés, et même, je crois qu'ils avaient monté une maison de production. Et ils s'étaient associés à De Laurentiis, donc le producteur italien. Et ils avaient donc, ça faisait partie des films qu'ils ont produits. Alors c'est De Laurentiis qui produisait le plus gros. Mais ils avaient une participation et ils ont effectivement tourné tous les deux dans Barabbas de Richard Fleischer. Ça commençait à revenir à la mode, les gros péplums. C'était Anthony Mann, on a tourné aussi. Je l'ai vu, j'en ai pas un grand souvenir. On voit encore Katy Jurado là qui est au milieu d'hommes un peu patibulaires, mais ça fait ressortir sa beauté. Donc je pense qu'elle est bien mise en valeur. Voilà. Moi j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Je m'en souviens pas très bien. Je sais qu'il est ressorti dans une belle édition en Blu-ray il y a quelques années. Hein. Je pense que je me demande si c'est pas un Sidonis d'ailleurs. Oui. Ouais, alors par contre, elle est pas terrible. Non, pas terrible. Ah bon. Non, malheureusement, il n'y a pas de Dommage. master. Ouais, il faudrait qu'il soit remasterisé. Non, d'accord. C'est des vieilles copies. Tout ce que je me souviens de ce film, je l'ai vu. C'est un péplum, mais je me souviens de la voix qu'il avait, et la voix française, Barabbas, il faisait fort. C'est tout, mais le film m'a pas emballé non plus. Quoi. Ouais. Les peuples, il y a mieux. Pareil que vous. Enfin, il a ses qualités, ce film, sur l'histoire, les acteurs, mais je pense qu'il y a d'autres films qui sont mieux placés que celui-ci. Oui, complètement. Dans les années 60, donc on a parlé tout à l'heure, elle est passée de nouveau sur Le train sifflera 3 fois dans un téléfilm en 66. Et il y a un western qui s'appelle Smokey avec Fier Parker en France. Oui, parce qu'on voulait pas donner son prénom officiel pour pas que les gens ça fasse rire. Moi, il m'avait laissé un bon souvenir. Alors, de base, j'aime bien les westerns de ce style où les chevaux ont un rôle important. Il y a la dernière fois, je vous parlais de Black Horse Canyon, Red Canyon. Et celui-ci, d'ailleurs, qui est réalisé par George Sherman, qui avait déjà fait Red Canyon. C'est dans le même ton. Cette fois, on est à la Fox. Mais c'est un film qui respire la nature. C'est un western moderne, si mes souvenirs sont bons. Ça doit être un des derniers de Sherman, hein, vu l'époque. On est en 66. Oui, c'est quand même un des derniers de Sherman. Ouais. Alors avant Big Jake en 71. Ouais. Oui, mais qu'il a pas Big Jake, je crois qu'il en a tourné qu'une partie. En fait, il était malade. John Wayne qui en a tourné une partie, d'après ce que j'avais lu. Mais ça doit être bien aussi. Moi, j'aime bien Fess Parker. Davy Crockett, le Davy Crockett de notre enfance. C'est un peu plus tard au Mexique, elle a fait les enfants de Sanchez. Oui, Los Hijos de Sanchez. Ça, c'est vraiment un très très beau film. Je vous encourage à le voir si vous pouvez. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver. C'est d'après un roman assez célèbre, hein. Un roman d'un gars qui s'appelle Oscar Lewis, qui est malgré son nom mexicain, je pense. On voit une belle brochette d'acteurs mexicains, puisque on voit Dolores Del Rio, on voit Katy Jurado, on voit d'autres actrices mexicaines. C'est une belle histoire, hein. C'est une famille de Mexicains avec une sorte de patriarche macho et ses relations avec ses enfants et sa famille. C'est
Bon, c'est un peu naturaliste comme film, mais c'est vraiment bien fait. Hein. Et c'est un film d'un Américain quand même. Hein. C'est Al Bartlett qui a fait des westerns d'ailleurs, qui a fait ce film. Bon, il n'est pas très connu, mais il est bien. Moi, je trouve que c'est un des derniers beaux rôles de Cathy Jurado dans les années 60 et après. Elle a fait des allers-retours entre les États-Unis et le Mexique. Elle a fait des films au Mexique. Elle a fait des films aux États-Unis. Donc, c'est après sa séparation avec Ernest Borgnine. Bon, elle a commencé à vieillir. Elle a fait un film qui était raté, mais qui était ambitieux. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film de John Huston qui s'appelle Au-dessous du volcan. Ah oui. Ah oui. Avec Albert Finney, oui. Jacqueline Bisset. Exactement. Alors, en fait, elle a un second rôle dans ce film. Elle est pas mal. Alors, c'est souvent un problème qu'il y a. Bon, le roman, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. Hein. C'est un bouquin de Malcolm Lowry qui s'appelle Under the Volcano. Huston, qui aime bien les défis, hein, il avait bien adapté Moby Dick. Il a essayé d'adapter le roman de Lowry, mais bon, honnêtement, je pense qu'il s'est planté. Le film est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec l'ampleur et l'ampleur du roman. Mais bon, tourné au Mexique, c'est honorable, mais c'est pas un grand film. Moi, j'ai bien aimé. Il faut dire que il y a Cathy Jurado et Jacqueline Bisset, c'est pas mal. Les décors, quand même, sont sympas. Oui, c'est magnifique le décor. Magnifique. Voilà, bon, c'est des films. Bon, si t'as pas lu le roman, si tu connais pas le roman, tu passes un bon moment. Ouais, si tu fais la comparaison, t'es déçu. Oui. Comme bien souvent. Hein. Comme bien souvent, bien sûr. Donc voilà, je pense que honnêtement, le bouquin, il était inadaptable. Je pense que l'adaptateur, je sais plus son nom, il était pas la personne qu'il fallait. Enfin, c'était très difficile de rendre le roman qui est, bon, c'est plutôt un itinéraire intérieur. Ça passe pas vraiment souvent au cinéma. Mais bon, il y a de beaux paysages et c'est pas mal rendu, donc elle joue là-dedans. Bon, on peut pas faire autrement que de citer aussi son apparition dans le film de Peckinpah, qui est marquante. Donc dans Pagarette et Billy the Kid. Bon, on en reparlera peut-être tout à la fin parce que il y a quelque chose d'intéressant à souligner dans ce film. Elle joue dans ce film. Hein, elle a pas, je crois que son rôle est quasiment muet d'ailleurs. Elle connaissait Peckinpah parce qu'elle avait tourné à la télévision dans L'homme à la carabine, dont on parlait on parlait à l'occasion du podcast sur Julie Adams, et elle a tourné dans un épisode réalisé par Peckinpah. Donc ils se connaissaient, ils avaient déjà travaillé ensemble, et il lui a donné un très beau rôle, court, muet, mais marquant. Elle a aussi joué dans un film, alors qui est pas vraiment un western, mais c'est un western moderne. C'est un de ses derniers films qui s'appelle The Hill Country de Stephen Frears. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est avec Woody Harrelson. C'est un western moderne. C'est un western qu'il a dû tourner quelques années avant sa mort aussi, qui est plutôt réussi, hein, qui est assez âpre, qui est assez dur. Oui, voilà. Et puis bon, elle a tourné beaucoup de films au Mexique après, dont qui sont pas venus jusqu'à nous, qui sont sûrement sortis aux États-Unis. Parce que j'avais vu là, au Nouveau-Mexique justement, dont on parlait, il y a une forte population hispanique. On voyait les affiches de cinéma avec des films mexicains de Cathy Jurado de ces années-là. Elle est morte au Mexique d'ailleurs. Hein. Elle a tourné beaucoup au Mexique et un petit peu aux États-Unis. Donc voilà, bon, dans ses derniers films, elle est assez marquée. Hein, c'est quand même une vieille femme. Mais elle a toujours un peu ce côté particulier. Hein. Je disais, quand elle était jeune, elle était très attirante, et quand elle a vieilli, elle est devenue un peu inquiétante. Mais bon, elle a toujours été une grande actrice. On avait envisagé de parler des actrices, de parler de quelques actrices mexicaines qui ont fait carrière. Il y en a, on veut pas en parler de beaucoup, hein, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais il y en a qui ont été assez marquantes. Alors, là, on voit des très belles, hein, Maria Félix, Dolores del Rio, voilà, elles sont belles. On peut dire quelques mots de Dolores del Rio, qui est quand même, bon, alors elle, vraiment, c'est une beauté époustouflante. Cathy Jurado, elle est sensuelle, elle est belle, mais bon,
Dolores Del Rio, c'est autre chose. En fait, Dolores Del Rio, c'est une actrice du cinéma pratiquement muet, elle a commencé dans la fin des années 20, les années 30. Elle a tourné avec les plus grands. Alors, elle a commencé évidemment au Mexique, elle a travaillé au Mexique, mais dès les années 30, elle a travaillé avec les plus grands, avec Raoul Walsh, Clarence Brown, elle a travaillé avec John Ford, avec Orson Welles, avec King Vidor, enfin bon. Elle a fait des rôles très marquants. Je sais que moi, je l'avais vue dans Madame du Barry, où elle était, on voyait qu'elle. Elle a fait un très bon film avec Joel McCrea, qui s'appelle L'Oiseau de Paradis. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je crois qu'ils Oui. Ils sont tous les deux d'une beauté, l'homme et la femme d'une beauté époustouflante. Oui, et c'est un très bon film en plus. Voilà. Oui. Et puis, comme Vincent l'a dit, les rôdeurs de la plaine, hein, Elvis, où elle fait d'ailleurs une indienne. Elle fait une indienne. Pour monter dans le temps, bon, elle a tourné dans Les Cheyennes. Elle a un bon rôle. Alors donc dans Les Cheyennes, elle tourne avec d'autres acteurs, Gilbert Roland, je crois qu'il y a Ricardo Montalban. Les Cheyennes, bon, c'est un film qui est surtout remarquable parce que tous les rôles d'Indiens, les rôles parlants, sont tenus par des acteurs non indiens qui sont grimés en indien. Donc bon, moi ça m'a toujours gêné. Donc on voit même des acteurs qui sont même pas hispaniques. Hein. Je crois qu'il y a Victor Jory qui joue dedans, qui est un Canadien, si je me souviens bien. Il y a Sel Mineo qui a un grand rôle, mais je crois qu'il est d'origine italienne. Et bon, il y a ces acteurs hispaniques, qui s'en tirent très bien, mais c'est pas des Indiens. Pour un film qui est censé appuyer la cause indienne, donner tous les rôles d'Indiens à des acteurs qui le sont pas, ça m'a toujours semblé un peu incohérent. Alors bon, maintenant peut-être que c'était un gros budget, il fallait des acteurs connus, mais bon, on aurait pu faire un plus gros effort. Ça rend bien service aux acteurs mexicains parce qu'ils sont tous très bien. Je crois que d'ailleurs que Dolores Del Rio, elle fait la femme donc de Gilbert Roland dans le film, hein, et ils sont tous les deux mexicains. Donc une façon de parler de Dolores Del Rio qui est une grande actrice, hein, qui a fait une longue carrière. On peut aussi parler de Maria Félix aussi. Maria Félix, c'est intéressant parce que Katy Jurado comme Dolores Del Rio, elles sont toutes les deux venues aux États-Unis après avoir fait carrière au Mexique et reparties au Mexique. Maria Félix, c'est autre chose. Elle a pratiquement pas tourné aux États-Unis, même pas du tout, je crois. C'était une grande actrice mexicaine, mais elle est venue en Europe. Elle a fait une carrière en Europe, notamment en Espagne, mais aussi en France. Hein. Elle joue dans le film de Renoir, French Cancan, je me souviens très bien. Elle a un rôle important. Elle joue dans La Belle au terreau de Richard Potier aussi. Donc voilà, c'est encore une actrice américaine. Elle joue pas avec Gérard Philippe. Voilà, j'allais y venir. La fièvre monte à El Pao de Luis Buñuel. C'est un film que Buñuel a tourné en France parce que il a presque pas tourné en Espagne. Je crois qu'à part Viridiana, il a pas tourné d'autres films dans ces années-là en Espagne. Mais par contre, il a tourné beaucoup en France. Et la fièvre monte à El Pao. Donc il y avait Jean Servet aussi qui jouait dedans. Et effectivement, Maria Félix aussi, très belle actrice, très typée, mais elle, au contraire des deux autres, elle a fait une carrière en Europe avant de retourner au Mexique. Donc c'est intéressant de parler d'elle et de lui rendre hommage aussi, parce que c'était une grande actrice. Hein. Elle a fait aussi un film avec Yves Ciampi, les héros sont fatigués. Enfin, de Yves Ciampi, c'est avec Montand, je crois. Oui. Elle a une belle carrière aussi, mais en Europe. Hein. Et puis elle a tourné aussi en Espagne, mais j'ai pas retenu ces films. Voilà, on peut parler de ces deux-là parce que elles sont aussi assez typiques. Alors on peut aussi parler, et là je voulais en dire deux mots, des actrices américaines qui ont joué des Mexicaines. Alors ça, il y en a eu, hein, parce que il y a des acteurs américains qui ont joué des Indiens et des Mexicains, mais il y a des actrices américaines qui ont joué des Mexicaines. Alors, j'en avais retenu deux. Ça sent le traquenard. Non, ce n'est pas du tout un traquenard. Enfin, involontaire. Ah bon. Il y a un film, il y a un film qui s'appelle The Iron Mistress. Tiens. Voilà. Ah. Et on voit. Alors je n'arrive pas à mettre un nom sur l'acteur qu'on voit à gauche. Non, moi non plus. Ouais, mais il est bien, il est beau, bel homme. Mais à côté, il y a une actrice américaine
qui joue une Mexicaine. Je vous en ai déjà parlé, et je sais que vous n'avez pas oublié, Phyllis Kirk, qui joue donc la femme mexicaine de Jim Bowie. Donc il se marie avec elle, effectivement. Et ben elle s'en sort bien, Phyllis Kirk. Alors vous allez me dire, t'es pas objectif, t'aimes bien Phyllis Kirk. Ouais, c'est vrai, je suis pas objectif, mais bon, Yves, s'il vous parle du petit gars là qui est à côté d'elle, il sera pas objectif non plus. Donc voilà, Phyllis Kirk, elle joue un rôle de Mexicaine et je la trouve très bien. Oui, très bien, oui, bien sûr. Très bien. Alors, on connaît cette actrice, elle a fait quelques films. Oui. On en a parlé, je crois, d'ailleurs. Oui, il y a on en pas a parlé. longtemps. Elle en a fait un avec Randolph Scott, Thunder Over the Plains. Oui, Et puis, très bien. la dernière fois, on avait parlé de The House of Wax. Oui, je crois je sais pas si on a parlé de Johnny Concho, parce qu'elle joue dans Johnny Concho aussi. Un petit western avec Frank Sinatra qui est pas très connu. Puis il y a Crime Wave avec Sterling Ah, Hayden aussi. Ça, c'est très bien. bon film. Ça, c'est très bien. Ouais. Dans ce rôle de Mexicaine, elle est très bien. Et alors, bon, il y a une autre actrice américaine qui joue un rôle de Mexicaine. Alors, dans un film que j'ai revu depuis que j'en ai parlé il y a quelques temps. Annie Hendricks. Voilà, c'est Wanda Hendricks qui joue. Alors, en fait, c'est assez curieux parce que, en fait, c'est pas du tout une jeune première. Elle fait le rôle d'une femme, d'une toute jeune femme, hein, presque à la sortie de l'adolescence, dans Ride the Pink Horse et Tourne les chevaux de bois de Robert Montgomery. Et Oui. donc, Magnifique. et elle est très bien. Elle n'a pas du tout le type mexicain, mais elle est très émouvante. Elle joue très bien. Elle est très fragile. Et puis bon, en fait, c'est pas du tout la fille qui part avec le héros à la fin. Hein. Ils se séparent et ils se disent au revoir et il s'est rien passé, quoi. Et d'ailleurs, c'est presque choquant qu'il se passe quelque chose. Donc, mais voilà, c'est un très beau film. Dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas en reparler. Mais pour le rôle de la Mexicaine, elle est, voilà, on peut pas imaginer quelqu'un d'autre dans ce rôle qu'elle, parce que c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est un roman, c'est adapté d'un roman. Je crois que c'est Dorothy B. Hughes, le roman. Et effectivement, c'est bien le personnage du roman. Wanda Hendricks, j'aime bien. C'est pas la femme, c'était la femme à Audie Murphy, je pense. Ah, peut-être. Bah, ça devait être à cette époque, hein, parce que c'était un film de 48, je crois. En tout cas, elle a été mariée à Audie Murphy. Elle tourne aussi avec Alan, hein, dans Le Dénonciateur, Wanda Ah Hendricks. oui, un très bon film, Le Dénonciateur. Mais elle fait pas de mexicaine. Oui, Oui. tout à fait. Ben, elle joue avec Eddie Murphy dans Sierra, je crois. Oui, Sierra aussi. de Alfred Oui. Green, oui. Très bon western. Oui, c'est un beau western, oui. Un petit mot pour finir sur Ride the Pink Horses. Il y a, là, on le voit sur l'image à droite, un acteur, un second rôle qui, pareil, que vous avez dû voir des centaines de fois. Thomas Gomez dans bon, je vais pas citer tous ses films, et apparemment il a été nominé aux Oscars pour ce film, et c'était le premier acteur hispanique à avoir une nomination aux Oscars en 1947. Ah, c'est bien, oui. Je pense qu'il joue dans Only Soldier. Ah, peut-être, oui. Iron Power. Il joue dans Key Largo aussi. Ah, je m'en souviens pas, non, qu'il a. C'est Curly, c'est l'homme de main d'Edward G. Robinson. Oui, tout à fait, je me souviens. Oui. Oui, il n'a pas la barbe. On pourrait passer la soirée sur tous ces films. Ah oui, bien sûr. Alors lui, c'est un vrai Mexicain, enfin un Mexicain, un hispanique en tout cas. Latin Lover, ah oui. Voilà. Oui, bah voilà, on va parler. Bon, c'est pas tous des Mexicains, mais bon. Je peux dire un mot de Ramon Novarro, qui était comment dire, le rival de Rudolph Valentino au moment à la grande époque du cinéma muet, la fin du cinéma muet. Bon, il a fait pas mal de bons films. Il a fait un Scaramouche qui était bien, que j'ai vu il y a pas très longtemps. Enfin bon, ce qu'il en reste en tout cas, parce que je me demande s'il n'y a pas une partie du film qui a été perdue. Il a fait Ben Hur, le premier Ben Hur. On le voit aussi dans des films plus tard. On le voit dans un film de Huston que j'aime beaucoup avec, je crois qu'il y a Jennifer Jones dedans, qui s'appelle Les Insurgés, qui est pas mal du tout, qui est pas très connu, mais qui est très très bien. Et puis on le voit dans Le Convoi maudit aussi, hein, forcément, dont on a parlé il y a peu de temps. Donc voilà, c'était un. Alors là, une photo, Vincent, je ne sais pas de quel film elle est tirée.
Je le connais, ce film. Ça avait l'air d'être militaire là-dedans. C'est pas un film avec Robert Mitchum dans Ça commence à Veracruz. Ah oui. Ouais, bien The possible. Big Steal. Voilà, Avec Jane Clear aussi. voilà, c'est très bien. Ah oui. Très Ah bon. oui, c'est presque une comédie d'ailleurs, c'est un peu léger. Ouais. Bon, ça vaut Ouais. pas la griffe du passé, mais Ah, c'est pas Oui, mal. non, mais c'est bien quand même, que c'est plaisant. Bon film. Il a eu une fin tragique, hein, très très tragique, Ramon Novarro. C'est un homosexuel et il avait ramené chez lui à Hollywood sur la fin de sa vie un jeune type, même je crois qu'ils étaient deux, et en fait ils l'ont tué pour le dépouiller. Vraiment une fin sordide. C'est un acteur qui était marquant aussi. Donc voilà. Alors après on va tomber sur des acteurs beaucoup plus connus. Hein. Bon, Gilbert Roland. Ah, il a fait beaucoup. Ouais, il a tout fait. Gilbert Roland. Moi, j'ai bien aimé dans Le Port de la Passion. C'est le film avec Jon Stewart. Oui. Ah oui, d'accord. et Oui, Joanne oui. Dru aussi. Oui, c'est un Anthony Mann. Il y a Dame du Raya aussi, non? Ouais. Oui, Formidable. oui, c'est bien ça. Après, bon, il a fait Tempête sous la mer, c'était moyen. Mais Le Port de la Passion, j'ai trouvé très très bon. Après, Le Trésor de Pancho Villa, j'ai bien aimé aussi. Très bon film. Oui, ben c'est un Sherman aussi. Oui. Bandido Caballero, j'ai adoré. Terre sans pardon, il est excellent avec Oui, Charles il a un grand rôle. Ah, il a fait de bons trucs. Hein. Il a joué longtemps, hein. Et en fait, il a fait même des films de pirates. Hein. Je sais qu'il a un rôle dans L'Aigle des Mers aussi. De Curtis. Vous avez noté que je l'ai pas mentionné dans Tonnerre sur le Tambérande. Bah, je me disais, il me semble qu'il a joué avec Alan et je comprends pas que j'entends pas Yves. Ouais. Mais t'as bien fait de me le rappeler, moi je m'en souvenais pas en effet. Duel dans la Sierra, il est dedans aussi, oui, il est bien. Ah oui. Impeccable. Et sur la fin, il a fait des bons trucs aussi. Django porte sa croix, c'était pas mal. C'est super bien, Django porte sa croix. Alors bon, il y en a qui écoutent le podcast qui vont pas aimer, mais en fait c'est Hamlet en western. Oui. C'est exactement l'histoire d'Hamlet, c'est vachement bien. Et pas de chacun pour soi. Ah bah chacun pour soi, c'est le plus grand western italien, c'est le plus grand western italien, chacun pour soi. Avec Navarojo, c'est les deux plus grands. Bon là encore, on va pas se faire des copains, mais c'est important de dire qu'il a eu une carrière en Italie après. Oui. Mais attends, son dernier film, c'est un western américain. Je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est Barbarossa avec Willie Nelson. Hein? Oui, ça. Et avec Gary Busey. Ah oui, je crois que c'est son tout dernier film, c'est un western. Vous pourriez parler d'un film où il a un rôle important. Alors, c'est Les Ensorcelés. On est revenu un peu au début de sa carrière. Bon, hein, c'est un film qu'on présente plus. Les Ensorcelés, j'ai adoré ce film. C'est l'histoire sur le cinéma, producteur, metteur en scène, et tout ça, acteur. Et le casting c'est de rêve. Lana Turner, Chuck Douglas, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan, Gloria Graham, formidable. Et aussi notre ami Gilbert Roland. Gilbert Roland qui joue un Latin Lover dans ce film, c'est époustouflant, formidable. Et j'ai bien aimé le rôle de Dick Powell. Dick Powell qui fait l'écrivain, qui fait sobre, par rapport à Chuck Douglas, qui est violent. C'est un excellent film. Hein. On ne peut pas raconter le film, mais vraiment les dialogues et tout, et Lana Turner est plus belle que jamais. Excellent film pour moi. C'est de Minelli, Vincent Minelli. Et ce film a été quand même, il a eu 5 Oscars, mais il n'a jamais eu l'Oscar pour le meilleur film ni meilleure production. Ouais, mais quand même 5 Oscars. Hein. Et 6 nominations, c'est pas mal. Ouais, excellent. On va pas s'y attarder. Je voulais juste mentionner, là, il y a une scène avec une actrice qui est pas très connue, qui s'appelle Helen Stewart et que j'aime bien. On l'a notamment dans Les Aventures d'Haji Baba, dont j'ai déjà parlé, puisqu'il a été tourné à Lone Pine, ce film. Oui, c'est vrai. Et Helen Stewart est toujours très sexy, c'est vrai. Pas mal de films, elle a pas fait grand-chose, mais elle est très cotée, hein, très, très jolie. Et L'Aventure de Haji Baba, c'est une splendeur, ce film. Un troisième acteur mexicain, c'est Ricardo Montalban. Ah oui, Ricardo. Qui a commencé à la MGM, dont on vient de parler. Et alors, je voulais me permettre une petite parenthèse, puisqu'au début de sa carrière, il a participé à plusieurs films avec une grande actrice de la MGM,
qui était surnommée la sirène d'Hollywood, et c'est vraiment mérité. Elle s'appelle Esther Williams. Esther Williams, c'est vrai, c'est magnifique nageuse, c'est une vraie sirène. Et ses films sont somptueux. Ricardo Montalban a tourné pas mal avec elle, oui, c'est très excellent. J'aime bien les comédies musicales, j'aime beaucoup. C'était des ballets aquatiques un peu, hein, Esther Williams. Oui. Première sirène, le bal des sirènes, elle a fait plein de trucs comme ça. Et lui était excellent. Esther Williams, comme vous le disiez, ses comédies musicales sont vraiment superbes en Technicolor et avec ce côté vraiment unique des chorégraphies qui sont très bien élaborées. D'ailleurs, dans son autobiographie, elle raconte comment elle a tourné une scène de ski nautique pour le film Easy to Love en 1953. Il faut savoir que ces scènes en question, elles étaient dirigées par ni plus ni moins que Busby Berkeley, qui était vraiment l'architecte des comédies musicales des années 30 à la Warner, 42 Second Street et d'autres. Oui, tout à fait. Et bon, alors je sais pas si vous avez vu cette scène dans ce film, dans la dernière partie. Elle est en ski nautique et elle est carrément soulevée par un hélicoptère. Et c'est des séquences qu'on n'a jamais vues ailleurs, qui n'ont pas été faites en images de synthèse comme on ferait aujourd'hui. L'actrice, elle a dû s'entraîner pour le filmer et elle était à quelques mois d'avoir un enfant. En plus, oui. Ah, en effet. C'est très jolie, elle est très jolie de visage, elle est magnifique, Esther Williams. Ouais. Je trouve qu'elle avait une grâce, c'est ce qu'on disait pour Julie Adams. Elle est toujours photogénique à l'écran et puis elle a pas fait beaucoup de films, mais chacun d'entre eux valent vraiment le coup. Elle était en duo aussi avec Van Johnson, Red Skelton. On pourra pas faire un podcast sur elle puisqu'elle a pas fait le western, mais elle a tourné un très bon polar l'Universal qui s'appelle L'enquête de l'inspecteur Graham et qui était passé à la dernière séance d'Eddie Mitchell en avril 1998. Je l'ai pas vu. Donc pour moi c'est une actrice qui est un peu tombée dans l'oubli, mais je suis ravi de voir que vous l'appréciez tout autant que moi. Mais revenons quand même à Ricardo Montalban. Donc je trouve qu'il a vraiment percé à Hollywood. Il a eu une carrière vraiment très 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 belle, tout en assumant ses origines mexicaines, puisqu'il a gardé son accent conjugué à sa diction. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait son charme aussi. Au début de sa carrière, il a fait 2 films noirs qui sont excellents. Incident de frontière d'Anthony Mann, qui est assez connu, donc je ne vais pas m'y attarder. Et Le mystère de la plage perdue, un film noir qui est assez particulier, qui préfigure les séries qu'on voit aujourd'hui d'experts policiers, puisque en fait, dès ce film qui est réalisé par John Sturge, on voit un département policier qui fait des enquêtes avec des ADN. C'était assez novateur pour l'époque, je pense. Ah oui, c'est le début des années 50, c'est un des premiers John Sturges, je pense. Et non, c'est un très bon film. Il n'est pas très connu, mais on l'a vu à la télévision, et je pense qu'il doit exister un DVD américain. Oui. Mystery Street, oui. Ah non, c'est très bien. Il a le rôle principal, Ouais. Le rôle du policier, en fait. Dès le début de sa carrière, il a été bien mis en valeur par le studio. Et il a tourné aussi dans un western avec Clark Gable. Oui. Au-delà du Missouri de William Wellman. Oui, il y a un tragique dans ce film, oui, je m'en souviens. Oui. Puis il était très bon aussi dans la mini-série La Conquête de l'Ouest, puisqu'on parle de western en 1976. Dans le cœur des fans de séries télé, il restera bien sûr comme l'un des meilleurs adversaires du capitaine Kirk dans Star Trek au cours de la première saison. Et d'ailleurs, ce rôle mythique, magistral, on lui a même proposé de revenir dans cette fois le 2e film de Star Trek, La colère de Khan, un film vraiment excellent. Je pense que c'est mon favori des films, puisque c'est pas celui qui avait le plus gros budget, mais c'est celui qui a le meilleur scénario, le plus de tension, de surprise, et puis ce personnage formidable de Khan. C'est un des personnages de la série Star Trek les plus marquants. Hein. Je crois que l'épisode, ça s'appelait les Derniers Tyrans. L'épisode
Hein, c'était ça. Et effectivement, il faisait un type très inquiétant, assez épouvantable. Hein. On s'en souvient beaucoup. Et c'est une bonne idée qu'ils aient repris son personnage dans le deuxième film de la cinéma de la série. Enfin, je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 peut-être. Oui, il y en a eu 6, je crois. Avec le casting de la série, oui, je crois 6. Je crois que c'était, ouais, c'est ça. Hein. Enfin bon, c'est le premier Star Trek, hein, la série d'origine. Ah oui, il est redoutable. Hein. D'ailleurs, bon, on ne dévoile rien parce que c'est connu, mais bon, il a la peau de Monsieur Spock quand même. Hein. Il tue Monsieur Spock quelque part dans le film, même s'il n'est pas complètement mort. Mais bon, non, et puis ce visage dans le film, il est quand même il est vieux, il est marqué, il est, comment dire, il veut se venger. Non, c'est un personnage très très fort. Hein. Moi, je pense même qu'il éclipse un peu toute l'équipe de l'Enterprise hein, par rapport à la puissance du rôle. Hein. Non, c'est une très très grande performance d'acteur. Hein. Le film est très très bien. Là encore, c'est sa façon de parler, sa diction, son accent, ça apporte une dimension au personnage. Il y a des répliques qui sont mémorables. Oui. Et en parlant de répliques, le film, il est resté vraiment... il a marqué la culture américaine avec... quand William Shatner dit Khan, et qu'il y a cette résonance sur toute la planète, et ça a été souvent parodié, c'est devenu un cliché. Oui, je crois qu'il y a un épisode Les Simpsons où il est parodié, qui est assez marrant. Oui, tout à fait. Oui. Ah non, c'est bien. C'est un bon acteur. Et là, moi, je partage pas tout à fait ton point de vue quand tu dis que c'est le meilleur épisode de la série cinéma. Je préfère quand même le premier qui était quand même assez ambitieux, bon, qui était un peu long, qui était un peu académique, mais quand même qui était peut-être, enfin, il y a une profondeur. Celui-là, il est très bien réalisé. Hein, c'est Nicolas Meyer qui a fait ça. C'est vraiment bien. Mais bon, ça fait, je dirais pas sérieux, mais ça repart un peu dans des épisodes télé avec plus de moyens. Le premier avait une autre ampleur, même si le premier, il était aussi adapté d'un épisode de la télévision. Hein. The Doomsday Machine, c'était l'épisode qui était adapté dans le premier Star Trek, celui qui a été au cinéma réalisé par Robert Wise. Ah donc si on parle de Star Trek, on peut tenir la nuit. Hein. Alors un dernier mot, c'est pas pour rien que ce rôle de Khan a été réutilisé. Bon alors j'espère que vous aviez vu le film, sinon dans le remake récent de J.J. Abrams, où il est interprété par Benedict Cumberbatch, mais bon voilà dans un registre on va dire très différent. Avec ses qualités, hein, mais. Ah oui, non, c'est pas du tout la même approche. En fait. Alors ensuite, il a participé à un film de la planète des singes, et il fallait également mentionner, bien sûr, en parlant de série télé, qu'il restera vraiment très célèbre du grand public pour L'île fantastique avec Hervé Vilches, et il est passé d'ailleurs 2 fois derrière la caméra pour cette série. Ça, je ne savais pas. Je pense que le film sur la planète des singes, ça doit être les évadés, ça doit être le 3e. Ça doit être Les Évadés de la planète des singes, c'est le 3e. Il est très bien, il a fait une belle carrière à la télévision aussi, effectivement, le feuilleton, on s'en souvient, L'île fantastique. Il a été adapté en film d'ailleurs, avec d'autres acteurs forcément, mais c'est assez récent. Et il y a un remake de série qui va sortir dans quelques mois, je crois. Ah, d'accord. Bon, ça vaudra sans doute pas l'original. Non, sûrement. Et puis un dernier point sur Ricardo Montalban, il y a une réplique qui est devenue culte. This is Corinthian Leather. Alors elle vient pas d'un film, mais d'une série de publicités pour une marque de voiture avec son cuir corinthien. Et l'acteur est resté vraiment célèbre pour ce cuir corinthien. On a envie on l'entend parler, il dit que hermosa es mi coche. Il a l'air vraiment fier de lui. Mais oui, non, c'est beau. Donc c'est une carrière très riche, très longue. Il a fait beaucoup d'épisodes de séries télé. Oui. Je pense notamment à l'un des premiers épisodes de Wagon Train. Oui. Il était souvent cantonné au Latin Lover, surtout au début de sa carrière, évidemment. On l'a vu avec tout ce qu'on a dit. Hein. Il y a vraiment à boire et à manger, et pour un peu tous les publics. Donc c'est vraiment un beau symbole de la réussite d'un acteur mexicain comme Katy Jurado qui
qui est arrivé aux États-Unis et qui a gravi un peu tous les échelons. Oui, complètement. Avant de dire un dernier mot sur Cathy Jurado, je vais simplement donner le nom de l'acteur qui a joué dans des westerns et qui a joué avec Louis Buñuel et qui a joué avec Alan Ladd. C'est Don O'Leary, qui est un acteur qu'on a vu dans le cinéma américain et qui joue dans Les Hors-la-Loi et qui a fait Robinson Crusoe dans une adaptation qu'a faite Louis Buñuel au Mexique. Pour terminer sur Cathy Jurado, je voudrais juste revenir sur son rôle très très court qu'elle a dans Pat Garrett et Billy the Kid et sur une séquence dont on a déjà parlé. Alors on la voit dans Pat Garrett et Billy the Kid dans une séquence où en fait dans l'histoire Cathy Jurado est retirée dans une petite ville du Mexique, du Nouveau-Mexique, avec Slim Pickens qui fait son mari, qui fait le shérif, et ils vivent paisiblement là, même s'il est shérif, mais bon, il n'en a que le nom. Et donc un jour, Pat Garrett vient le voir pour lui demander d'arrêter avec lui un hors-la-loi qui s'est réfugié là. Et ça se passe très mal. Enfin, le hors-la-loi est tué, mais Slim Pickens est aussi atteint d'une balle. Et donc voilà, c'est une séquence dont on a parlé. C'est la mort de Slim Pickens. Bon, c'est une séquence de cinéma comme on n'en voit pas souvent, par sa profondeur, par sa densité, par son émotion. Parce qu'il y a tout dans cette séquence. On voit Slim Pickens qui meurt près de la rivière, qui se tient le ventre et qui sent la vie partir, qui regarde autour de lui, qui voit la rivière, qui voit sa femme, donc Cathy Jurado, et qui meurt. Là-dessus, la photo est magnifique. On entend pour moi, l'une des plus belles chansons qui était composée au XXe siècle, c'est Knock 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 at the Heaven's Door de Bob Dylan, qui était composée pour le film et pour cette séquence. Et voilà, c'est une séquence qui a tout. On voit la sensibilité de Peckinpah, qui en avait beaucoup, dans cette séquence, et on voit le personnage interprété par Cathy Jurado, qui regarde son mari mourir, alors elle avait une vie paisible avec lui, qui meurt près de la rivière, elle le regarde partir, elle a le visage inondé de larmes, on voit toute la profondeur de ce qu'elle ressent, et même de sa tristesse, peut-être même de son désespoir, et on voit l'actrice qu'on a vue au début, souvenez-vous, au début, on la voyait assez sensuelle, assez pétulante même, c'était une autre femme. Et là, on voit une vieille femme qui pleure, et c'est pourtant la même actrice, et elle est complètement bouleversante. Elle est complètement bouleversante, et cette séquence-là, c'est l'accumulation de plusieurs talents, c'est du metteur en scène, de la musique, du directeur de la photographie, et des acteurs. Et là, Cathy Jurado, elle a toute sa part, et on voit que c'est vraiment une très grande actrice qui, voilà, c'est les acteurs qu'on aime, c'est le cinéma qu'on aime, c'est ça que nous aimons, et voilà, c'est un symbole magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, parce qu'il suffit de regarder son visage, de la voir, de voir son parcours, elle arrive là, bon, voilà, il faut juste... il n'y a plus rien à dire, quoi. Faut rester silencieux et juste la regarder. Dans ces films, il y a assez peu de séquences où elle est vulnérable comme ça. Ah oui, absolument. Et en plus, c'est ce qu'on disait, elle a un rôle quasiment muet. C'est une femme assez dure, même dans ce film, parce qu'on voit qu'elle donne un coup de main à son mari pour attraper je crois même qu'elle tue un des bandits. Mais bon, voilà. À la fin, c'est quelqu'un d'autre. Et vraiment, moi, c'est une séquence. Alors, je veux pas la regarder trop souvent parce que c'est comme une belle peinture ou un beau morceau de musique. Voilà, ça se mérite. Faut attendre un petit peu et la revoir. Mais je m'en lasse pas. Et c'est vraiment, et c'est elle, quoi. Je me souviendrai, je pense toujours d'elle dans ce film pour ce court rôle plutôt même que pour ses grands rôles. Parce que voilà, c'est un aboutissement. Je pense qu'elle laisse un héritage incontestable, qu'elle a toujours incarné des femmes qui avaient du cran, de la poigne, et que ça contrastait en fait avec les stéréotypes de l'époque. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle elle est moins connue aujourd'hui du grand public.
Et au final, il n'y avait pas beaucoup d'actrices comme elle qui avaient cette facette de femme tenace. On pourrait citer Audrey Tauter ou des stars comme Joan Crawford ou Betty Davis, mais qui étaient quand même plus glamour que Cathy Jurado. Oui. Donc je trouve qu'elle restera quand même unique. C'est une grande dame pour le Mexique. Le compositeur mexicain Juan Gabriel avait d'ailleurs écrit une chanson Que chula es Katy, qui veut dire qu'elle est mignonne Cathy, en 1998 pour lui rendre hommage. Ouais, c'est enfin ce qu'il écrit, c'est tout à fait elle. On peut l'écouter sur YouTube notamment. Et je voulais terminer par une citation d'Ernest Borgnine, qui était son mari pendant quelques années. Il avait résumé l'actrice en quelques mots: une femme superbe, mais une tigresse. Ouais. Je pense qu'il était bien placé pour en parler. Alors pour moi, Cathy, c'est une très grande dame du cinéma et la chance, une grande chance pour le Mexique aussi, parce qu'elle a vraiment, hautement gagné ses galons à l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Et elle représente, pour moi, très bien le Mexique. Et le Mexique, son pays natal, peut être fier d'elle, comme elle doit être fière d'être mexicaine. Voilà, c'est important de parler d'elle, hein, c'est bon. On la connaît quand même, elle est marquante, mais bon, c'est bien d'en parler aussi. Et lui consacrer, elle mérite largement un podcast. Gracias à tous les deux d'avoir abordé Cathy Jurado. Je pense que ce soir nous lui avons rendu un bel hommage. Merci donc à Marc et Yves pour ce travail de présentation. Si vous aussi vous avez envie de parler d'un autre sujet ou d'un autre thème, une autre actrice par exemple, n'hésitez pas à nous écrire sur le forum. Nous espérons que ce podcast vous aura plu. Rendez-vous très bientôt pour d'autres actrices et d'autres thèmes. Excellente soirée à tous et vive le western!